Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Secret. Après plus de 20 ans à explorer presque exclusivement le milieu du sport au travers d'articles, de vidéos et de podcasts, j'ai aujourd'hui envie de plus. Passionné par l'humain et son fonctionnement, c'est l'occasion pour moi de vous partager des conversations sans filtre avec des individus différents, que cela soit autour du sport, de l'entrepreneuriat, du développement personnel et plus encore. Je ne m'interdis aujourd'hui aucun sujet et j'espère que cela vous aidera, vous apportera des pistes de réflexion à l'instar de mon podcast Leadercast pour vivre une vie plus choisie. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis donc Rudy Koya, fondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai fondé en septembre 2009. Sur ce site, j'ai donc écrit des milliers d'articles, des milliers de vidéos et je fais des podcasts depuis plus de 10 ans avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires destinés à améliorer votre santé, notamment bio, sous la marque Superphysique Nutrition, mais aussi une application SP Training qui vous aide à progresser de séance en séance, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance, notamment via mon site personnel rudykoya.com sur lequel je publie régulièrement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Julien Lepage, plus connu sous le nom de Purple Bell Kitchen. Je connais bien Julien, puisque je le fais intervenir dans le cycle PIF que j'organise à Annecy, à destination des futurs coachs, sur les sujets de l'alimentation et de la longévité. Comme on prend rarement le temps de vraiment connaître les gens et ce qu'ils font, même si on pense bien les connaître, c'était l'occasion. J'oserais vous dire qu'il n'y a pas de secret, juste du bon sens. Bonne écoute. Salut Julius, t'as la forme ou quoi? Salut Rudy. Bah écoute, moi je suis toujours en forme. Toujours en forme? Toujours. Alors on va parler un peu de ça aujourd'hui, entre autres. Souvent je t'ai présenté comme étant justement très en forme pour ton âge, en te vieillissant volontairement. Quel âge tu as? À la fin de la semaine, j'ai 43 ans. Tu m'avais pas dit, c'est ton anniversaire? À bientôt, ouais. 43 ans. Et ça fait combien de temps alors que tu fais du sport? Bah, on peut dire que ça fait 40 ans que je fais du sport. T'as commencé très jeune? Très jeune, très jeune. Ça a commencé, moi je viens de la campagne, j'ai grandi dans une ferme. Donc déjà, t'imagines, une ferme, 1 hectare de terrain, le premier voisin 1 kilomètre. Donc toujours dehors. Et si on peut dire qu'on faisait du sport, déjà on joue au foot des bébés, enfin petits quoi. Hein. Ça, escalader de partout, courir, faire des courses de vélo dans les champs. C'était vraiment omniprésent avant de commencer le judo à 6 ans, le foot à 7 ans. Pendant des années, oui. T'as fait du judo, t'as été jusqu'à la ceinture noire? Non, je suis pas allé jusqu'à la ceinture noire. Tu t'es arrêté à la marron comme beaucoup? Non, je me suis arrêté avant. J'ai commencé donc à 6 ans le judo, j'en ai fait pendant 10 ans. Et j'avais un professeur, c'était à l'époque, qui était très strict, très rigide. Et donc les ceintures, il ne le donnait pas comme ça, quoi. Et malgré le fait que j'avais fait champion départemental, bien sûr jeune, hein, eh bien, non, il m'a dit non, t'es pas encore assez fort et tout. Puis à un moment, arrivé à l'adolescence, tu vois, à 15-16 ans, j'en avais marre qu'ils me disent non, t'es pas assez fort alors que je venais d'avoir des titres. Et j'ai dit ok, c'est comme ça, j'arrête. Et j'ai arrêté comme ça. T'étais quelle ceinture? J'étais ceinture bleue. Bleu? Ah ouais, mais t'étais encore un peu loin alors. Ah oui. Après bleu, après il y avait la violette qui existait déjà, qui existait encore au judo à l'époque. Et il y avait après marron et noir, quoi. Merde. Et est-ce que c'est suite à ça que t'as commencé le jiu-jitsu ou t'as commencé bien après? J'ai commencé le jiu-jitsu des années après. Ah J'avais 29 ans quand j'ai commencé. Dès là, quand t'as arrêté le judo, qu'est-ce que t'as fait comme autre sport? En fait, quand j'ai arrêté le judo, je me suis mis à fond dans le foot. Et en fait, j'ai fait aussi 10 ans de foot. Ok, juste après ou en même temps? En fait, en même temps que je faisais le judo, je faisais du foot. Je faisais foot et judo, donc je m'entraînais en même temps. Quel poste tu jouais? J'étais milieu de terrain. Donc t'étais quoi, offensif? Offensif. Ok, t'étais le numéro 10 quoi. En gros, ouais. Zidane ou Griezmann quoi, si on veut. Mieux. Alors, j'ai plus la référence Zidane, parce qu'à un moment donné, après, j'ai arrêté de suivre le foot. Mais oui, plus Zidane. Qu'est-ce qui fait que t'arrêtes le foot? En fait, j'arrête le foot quand je m'engage dans l'armée à 18 ans. Parce que je me suis engagé et j'étais dans les troupes de combat. Et donc là, c'était place vraiment à l'entraînement militaire, à proprement parler. Donc il n'y a plus de place pour le foot. Peut-être le foot, petite détente, tu vois, comme ça, entre copains de temps en temps. Mais j'arrête tout ce qui est sport en club, parce que c'est vraiment l'entraînement omniprésent. C'est tous les jours, tu vas courir, tu fais les tractions, tu fais les pompes, les marches avec le sac sur le dos. Et ça, je fais ça pendant 6 ans. Qu'est-ce qui fait que tu t'engages dans l'armée? Parce que c'est aujourd'hui, on est presque la même génération, mais il n'y avait plus le service militaire obligatoire. Tu as eu la journée d'appel peut-être, comme moi, qui servait à rien du tout. Rien.
Et donc, qu'est-ce qui fait que tu t'engages dans l'armée? T'avais pas envie de faire, comme tu étais un peu dans le sport, a priori, vu tes activités, on aurait pu imaginer que tu deviennes prof de PS ou que tu passes un BE dans un sport en particulier. Pas du tout, en fait, parce qu'en fait, comme j'ai grandi, il n'y avait pas la culture du sport. J'aimais faire le sport, mais tu sais, l'encadrement parental fait que si tu commences à dire ouais, je vais faire prof de sport et tout, on te disait à l'époque, non mais c'est pas une vie quoi, c'est pas une carrière. Et à l'époque, dans les années 90, là où j'étais en campagne, hein, c'était vraiment inenvisageable. Et donc, je pense que c'est un petit peu le côté rébellion un peu contre la famille, contre le fait que j'ai grandi pendant X années à la campagne. En fait, c'était très fermé. Je me suis dit, tiens, je vais voir un peu le monde. J'ai eu mon bac. Quand je su que j'avais le bac, le lendemain, j'étais dans le centre de recrutement de l'armée et c'est parti. Comment on se fait recruter? Il y a des vrais tests physiques? De ce que tu te souviens, c'était comment? À l'époque, je te parle de ça, c'était 1999, tu vois, 1999, début 2000. C'était, bon, il y avait la journée d'appel et c'était un mini parcours du combattant dans lequel il y avait quoi, quelques pompes, quelques flexions, 5 tractions, c'était ça à l'époque et il fallait pas avoir le rythme cardiaque trop élevé et c'était ça quoi à la base. Et comme ça, t'es recruté? T'es recruté, après t'as des examens à passer. Moi, je suis rentré dans par l'école des sous-officiers pour commencer. Donc c'est le truc d'en bas, ça? Non, ce truc d'en bas, en fait, là, t'aurais pas eu besoin de rien à l'époque. En bas, c'est quoi? En bas, c'est ce qu'on appelle militaire du rang. Les soldats de base, en fait, tu vas au centre de recrutement, tu fais quelques tests basiques et t'es recruté au premier régiment dans lequel il y a la spécialité dans laquelle tu veux aller. Moi, j'ai fait le choix, parce que j'avais le bac, j'avais l'opportunité de commencer un peu plus haut, voilà. Et donc, j'ai été encouragé par le recruteur de faire ça. Donc, il y a eu 7 mois de formation primaire. C'est pour être à la sortie de cette école. C'est l'ENSOA, l'École nationale des sous-officiers actifs, qui était à Saint-Mexan à l'époque. Je ne sais pas si c'était... C'est où Saint-Mexan? C'est vers Niort. Ouf. Ah oui. Ouais, c'est pas foufou. C'est pas foufou. De toute façon, t'es pas là-bas pour faire le foufou, quoi. Et tu passes 7 mois et en fait, quand tu sors, tu es capable d'être sous-officier, de gérer un groupe. Donc, tu apprends aussi tout ce qui est pédagogie au-delà de l'entraînement militaire. Donc, tu as des gens sous tes ordres, comme tu es sous-officier. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, j'ai fait 7 mois là-bas et ensuite, j'ai fait 6 mois à Montpellier où c'était un petit peu mieux. Et c'était l'école d'application de l'infanterie, parce que j'avais l'option infanterie, c'est tout ce qui est combat au sol. Donc l'homme de troupe hein, qui part au combat. Et donc il y avait 6 mois de spécialisation là-bas avant d'être déployé en régiment, où j'avais ensuite un groupe de combat. Alors je vais faire une marche arrière. Comment ça marche une journée, tes 7 mois de formation au début? C'est quoi une journée type? Est-ce que c'est comme un peu dans les films, on imagine, ils te réveillent à 3h du mat avec un seau d'eau en pleine gueule, et puis ils te font un peu dans la boue, et après ils disent bon bah recouchez-vous, et 1 heure après ils te réveillent ou... Non. Alors je te parle de ça, c'était en 2000. Et comme c'était en pleine voie de professionnalisation, ils essayaient de mettre des cadres pédagogiques, donc tout ça c'était déjà un petit peu occulté, toi, tout ce que tu viens de décrire. Bien que ça puisse se faire. Mais c'était, voilà, on était à 6 à 8 par chambre, c'était réveil à 6h du matin, petit-déj, rassemblement, et ensuite tu faisais séquences de sport, donc c'était course à pied principalement et renforcement. Et vous couriez beaucoup? La course à pied, il faut te dire, à l'époque, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais à l'époque, la course à pied, c'était le sport de l'armée. Et donc tous les jours, il y a course à pied? Quasiment tous les jours. Et lesté avec... En short basket, en treillis Rangers, avec un sac sur le dos, avec sac, casque et armes, tu cours quoi. Tu cours. Et tu cours beaucoup? Tu cours beaucoup. C'est quoi beaucoup? Ben, je vais te dire, au moins 1 heure par jour, mais ça peut être 5 à 7 jours par semaine, ça dépend qui tu es. Et après, ça dépend aussi qui tu es, tu vois. Parce que moi, je courais déjà avant, tu vois, je faisais du football, et comme j'étais très impliqué, je voulais être meilleur dans ce que je faisais. Donc même les jours où on ne courait pas, je me suis dit, tiens, ce qui fait qu'on va définir si tu es bon ou apte à intégrer telle ou telle unité, c'est ta capacité à courir vite et longtemps. Donc je m'entraînais en plus. Donc des fois 2 fois par jour alors? Des fois je m'entraînais 2 fois par jour. Et les renforts musculaires, ça consistait en quoi? Très basique, pompe, traction, grimpée de corde, abdos. C'est vrai? Basique. Mais ça pendant 1 heure quand sous forme de circuit ou? À la fin de la course à pied. À la fin de la course à pied, t'as un nombre de reps à faire? Comment ça? Est-ce qu'il y a une progression qui est
qui est mesuré un peu au fil des semaines ou même pas? À l'époque, hein, je te parle à l'époque, parce que Ouais. maintenant c'est peut-être un peu mieux structuré. À l'époque, il y avait pas de structure, de progression ni rien. C'était, tu y vas, allez, tu fais 5 tractions ou 10 tractions, c'était le référentiel. Si tu le fais pas, t'es une merde. Si tu le fais, on ne dit pas c'est bien, quoi. C'est normal. Et C'est bien ça, que c'est normal. Ah oui, c'est normal, c'est la base, hein. Mais il n'y avait pas de progression, quoi. C'était hop, c'est comme ça. La seule progression qu'on pouvait voir, je me rappelle au tout début, c'était pour la course à pied. Parce qu'ils savent très bien que tu prends pas des gars civils dont tu ne sais pas s'ils ont fait de la course à pied avant. Et donc, c'est quoi le niveau minimum qu'il fallait avoir en course à pied? À la base, il fallait peut-être savoir courir un quart d'heure sans s'arrêter. Ok, Mais bon, voilà. ça va. Mais tu te rendais... Moi, je me rappelle à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui, au bout d'un mois, avaient des tendinites de partout, quoi. Bah, bien sûr, j'allais dire même avant un mois. Oui. On est attaqué par le chien diabolique. Ah là là, il est... Lui, il aurait pu faire l'armée aussi, je pense. Je sais pas ce qu'il aurait fait dans l'armée, mais paillasson peut-être. Et le reste de la journée, vous faisiez quoi alors? De l'instruction sur des spécialités spécifiques, l'apprentissage du matériel de transmission, l'apprentissage pour la pédagogie, apprendre à gérer un groupe, les techniques militaires de base, le maniement de l'arme, le tir, voilà, beaucoup de choses comme ça. Et donc ça, 7 mois, et ensuite tu finis ça et tu te dis, ça me suffit pas comme formation, je veux encore faire autre chose. Non, après c'est que tu es obligé Ah, t'es obligé de choisir une spécialité? Ouais. Au début, c'est ta formation vraiment de sous-officier et de militaire de base. Et ensuite, l'école d'infanterie, c'est dans ta spécialité infanterie, en l'occurrence pour moi, et où tu apprends vraiment l'art du combat. Le combat de terrain avec les véhicules de combat, organiser un groupe de combat, débarquer, déployer une équipe, l'assaut, la rupture de contact, les exfiltrations, les infiltrations, tout ça. Ok, donc là on te met vraiment dans des situations que tu pourrais rencontrer. Est-ce qu'il y a des sports de combat aussi qui sont faits à ce moment-là? Très peu. Ah très peu, donc en fait c'est que les apparences, j'exagère un peu, ouais. mais... Très peu, très peu. Il y a un petit peu de, allez, ils appellent ça de self-défense ou corps à corps, tu vois. Mais c'est très basique, sachant que l'utilisation première du soldat en tant que tel, c'est l'utilisation armée, tu vois, avec des armes. Mais t'apprends à manier le couteau alors, des trucs comme ça? Arme, ouais. Ah oui, arme à feu. Et je pourrais te raconter sur mon parcours de vie à un autre moment dans ma carrière, pareil, les apparences sont souvent trompeuses. Ah ouais, et donc là tu fais tes 6 mois, et donc après t'es déployé sur le terrain? Après, je suis déployé en régiment. Donc moi, j'ai été affecté dans un régiment qui était en Allemagne. Donc à l'époque, c'était la brigade franco-allemande. Et donc tu fais quoi là-bas? Et ben en fait, gestion d'un groupe de combat, entraînement de mon groupe de combat, pour être prêt à être déployé sur des opérations, des missions. Ça peut être mission maintien de la paix, ça peut être contrôle de zone. Voilà, et donc j'ai passé 5 ans dans un régiment en Allemagne. Sans être déployé? Si, j'ai été déployé. Sur ces 5 ans, le régiment, lui, en tant que tel, était en Allemagne, entre Fribourg et Stuttgart, c'est dans la forêt noire, exactement Donaueschingen. Ah oui. Il faisait pas chaud, tu vois, même l'hiver, on a eu des moins 27, et on pouvait s'entraîner, par moments, tu sortais sur le terrain, il faisait moins 10, moins 15, c'était souvent ça, on avait de la neige au mois de juillet, enfin... Et là tu faisais la préparation des déploiements, mais aussi l'entraînement physique? Entraînement physique. Et donc là c'est toi qui gérais l'entraînement physique? Plus ou moins, ça restait au niveau de la section. Moi j'avais mon groupe, un groupe est intégré dans une section, et chaque section était composée de 4 groupes. Donc moi j'avais mon groupe de combat, en général tu as entre 8 et 12 gars sous tes ordres. Et donc le matin principalement c'était course à pied. Et quand tu reviens, traction, pompe, abdos, tout ça. Et bien sûr on avait plus ou moins de liberté pour faire progresser Mais nos toujours groupes. pas de sport de combat ou de... Très peu. C'était vraiment, comment dire, les supérieurs organisaient un planning. Et il fallait respecter ce planning, il fallait aussi prendre en compte qu'il ne fallait pas que les gars se blessent pour pouvoir être déployés en opération. Parce que le principe de base, c'est savoir manier les armes et appliquer les tactiques au sol. Tu vois, le combat corps à corps, si on doit rapporter ça aux unités militaires, il faut laisser ça aux forces spéciales. En gros, c'était un petit peu le credo un peu à l'époque. Et les seuls moments où j'ai fait vraiment du corps à corps, c'est quand je suis parti en stage commando, où là tu faisais ce qu'on appelle du CAC, corps à corps, avec des techniques encore qui se rapprochent plus du Krav Maga actuel que du MMA. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Voilà.
Donc ça dure 5 quand tu commences l'armée, est-ce que tu t'engages pour une certaine durée? Contrat de 5 ans. Donc là, tu comprends. Ah donc là, t'as fait ta formation et tes 5 ans. En fait, j'ai fait un contrat de 5 ans. Et en fait, dans le contrat de 5 ans, tu avais l'année de formation aussi qui était comptée dedans. J'avais re-signé pour un contrat et j'ai fait une rupture de contrat pour partir vers d'autres cieux. Quels cieux alors? Les cieux de la protection rapprochée et de la sécurité privée. Ok, donc t'as pas duré si longtemps que ça dans l'armée alors? Dans l'armée, non. Au total, j'ai fait 6 ans. Et tu parlais d'entraînement, tu vois, certes, il y avait la course à pied, il y avait muscu, traction, pompe, mais comme moi, ça me suffisait pas et que je voulais vraiment être optimal dans mon métier, bah, effectivement, je me suis intégré au sport allemand. Je suis allé faire du kickboxing avec les Allemands. Je suis allé à la salle de muscu en Allemagne. Tu vois, donc en fait, ça faisait que j'avais une journée où je pouvais courir le matin, faire le renforcement musculaire. Et puis le soir, j'allais à la muscu. Et 2-3 fois par semaine, quand on n'était pas en camp d'entraînement ou autre, j'allais faire du kickboxing, quoi. Ok. Et donc après, protection rapprochée, donc là, vraiment garde du corps, quoi, en gros. En gros, c'est ça, mais ça s'est fait en plusieurs temps, en fait. Quand j'ai quitté l'armée, c'était en 2005-2006. En fait, je voulais, moi, atteindre les forces spéciales, et j'ai pas pu même pas pu passer les tests d'entrée aux forces spéciales quand j'étais à l'armée. Va comprendre pourquoi. Tu sais pas pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas eu de raison valable à mon goût. Et comme j'étais jeune, je dis, moi, je peux pas rester dans ce que j'appelais un peu la médiocrité. C'était bien ce qu'on faisait, tu vois, parce que j'aimais ce que je faisais, mais je voulais mieux. Je me dis, je m'entraîne pas, je fais pas tout ça comme entraînement pour rester à ce niveau-là. Je sais que je vaux mieux, et ben même si j'avais une carrière toute tracée, tu vois, j'aurais pu rester là et m'en satisfaire. Non, je voulais mieux. Donc quand je démissionne, je commence à envoyer des CV dans des boîtes de sécurité militaire privée. C'était l'époque où les États-Unis étaient engagés en Irak. Et donc j'avais envoyé des CV pour faire, tu sais, les sociétés militaires privées, donc pour partir en Irak, quelque chose comme ça. Et puis entre autres, il y avait l'ONU à Genève qui recrutait dans son service de sécurité basique. Et en fait, c'est l'ONU qui m'a répondu en premier. J'ai pu passer des tests. Et là, des vrais tests ? Oui, il y a pas mal de tests, et plus des tests psychotechniques, beaucoup plus psychotechniques que physiques, parce qu'en fait, ils s'appuyaient sur le CV que j'avais déjà. Parce que pendant les 5 ans où j'étais à l'armée, j'ai été déployé dans certaines opérations qui ont été reconnues sur le terrain, tu vois, avec certaines utilisations d'armement, de coups de feu et autres. Donc j'avais un certain CV. Légitimité. Voilà. Et donc ils m'ont recruté assez rapidement, et c'était principalement sur des critères psychotechniques. Et ensuite j'ai intégré le service sécurité, très bien payé, mais en fait j'ai recommencé en bas de l'échelle. C'est-à-dire, tu faisais quoi alors ? Gardien de portail. Non, c'est vrai ? Gardien de portail. Donc tu étais derrière une porte, j'étais derrière l'ordinateur, voilà. Debout toute la journée avec mon petit uniforme, et je contrôlais les badges à l'entrée. Combien de temps ? J'ai fait ça pendant, on va dire un an et demi. C'est long là. Hein. 1 an et demi. Après, il y a divers postes, donc tu ne te lasses pas trop, tu vois. Tu apprends à connaître tes collègues. Le milieu est quand même assez international, donc c'est là où j'ai commencé à bien me pencher sur l'anglais. Pareil, je voulais être au top dans mon boulot, donc j'ai vu que l'anglais c'était déterminant. Je commençais à prendre des cours, à bosser le soir quand je bossais de nuit à la sécurité, je bossais mon anglais. Donc ça s'est passé assez rapidement. Et pendant cette année, je me suis toujours inscrit à chaque fois il y avait des tests pour faire partie de l'équipe de protection rapprochée, il y avait une équipe équipier reconnaissance chimique. Okay. Je suis parti en stage chez des pompiers pour être équipier reconnaissance chimique. Et donc j'avais fait les tests, j'avais été pris, on était une poignée à chaque fois, on avait beaucoup à se présenter, mais on n'est qu'une poignée de prix, j'ai été pris. Voilà, donc j'ai ça aussi en plus. Et puis j'ai passé les tests protection rapprochée, et donc j'ai été sélectionné à la fin de plusieurs tests. Oui, il y avait des tests physiques. Ah, pour de vrais soucis. Voilà, test physique, test avec du tir. Mais en test de combat pur, pas tant que ça. Pas tant que ça. C'était beaucoup sur le tir, parce que la protection rapprochée, même toi, on est là principalement pour protéger une personne, faire ce qu'on appelle le bullet catcher, quoi. C'est-à-dire, on se met entre l'arme et le VIP pour prendre la balle à sa place, tu vois, avant de faire des techniques de kung-fu, quoi, ou se servir de notre arme
pour répondre à l'attaque, proportionnellement à l'attaque. Donc principalement, c'était le maniement de l'arme. Ah ouais. Voilà. Et donc là, tu montes les échelons au fur et à mesure des années? Je monte un peu les échelons, oui, parce que comme je suis toujours en quête de m'améliorer, de chercher à m'exprimer physiquement et mentalement vers des choses qui me challengent, tu vois. Donc j'ai cherché des postes où il y a besoin de réflexion, des postes où il y a besoin d'apprendre des nouvelles langues, des nouvelles compétences. J'ai intégré le bureau, alors comment il s'appelle ça? Bureau d'analyse et du risque de la menace. Donc en fait, j'ai intégré un bureau qui dépendait de la protection rapprochée et de la sécurité, où en fait, en fonction des VIP qui arrivaient à l'ONU à Genève, ou des manifestations qui ont lieu autour, j'analysais qui organisait, l'historique de la personne, et je communiquais avec les services de renseignement suisses pour faire une analyse de risque. Donc j'établissais des rapports. C'est comme dans Mission Impossible, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Monde, quoi. En gros, c'est ça. Et puis, comme je bossais directement avec le chef de la protection rapprochée, quand il y avait besoin au pied levé, parce que des fois, il y a des VIP qui débarquent comme ça, de quelqu'un pour assurer la sécurité au sein du siège de l'ONU à Genève, bon, il m'appelait en général et il me disait, tiens, tu vas assurer la... Donc, tu as eu des gens connus? Est-ce que tu as le droit de le dire ou pas? J'ai vu plein de gens proches. Il y avait Brad Pitt et Angelina Jolie, il y a eu Sarkozy, il y a eu... Mais quand c'est comme ça, toi, tu parles pas vraiment avec eux? Non, tu dis bonjour, suivez-moi, enfin voilà, quoi, t'escortes. T'escortes, en fait, au final. En plus, t'es à Genève, t'es dans le siège des Nations Unies, il y a très peu de risques qu'il se passe quelque chose, tu vois. Il y a très peu de risques. C'est pour l'image. Après, j'ai fait d'autres choses en dehors du siège des Nations Unies au profit de la sécurité rapprochée. Par exemple, j'ai escorté à l'époque le secrétaire général des Nations Unies, c'était Ban Ki-moon, c'était un Coréen. Donc quand il venait en Europe, c'était la partie européenne de l'ONU qui s'occupait au niveau de la sécurité. Donc j'en ai fait partie, il était venu une fois à Bruxelles, à la Commission européenne. Donc on est parti de Genève, on a fait l'histoire de le récupérer à l'aéroport, convoi présidentiel dans Bruxelles, donc tu voyais que tout était bouché, tu passes comme ça avec les gyrophares, tu es là, tranquille, VIP, tu passes avec eux, tu vois l'envers du décor des personnalités politiques, des gens très connus, comment ça se passe derrière les caméras, que les gens sont des assistés au final, parce qu'eux, ils connaissent même pas leur planning, tu vois, il y a les assistants, la sécurité qui leur dit va là, tu vas rencontrer ci, tu vas rencontrer telle personne, pose-toi là, tiens, tu vas manger ça, et les VIP en fait sont des assistés, et on est là à leur service, c'est ça surtout, on les assiste. Mais donc avec la Protec rapprochée, je peux aller là, et je suis aussi parti en Afghanistan, donc c'est un peu plus, c'est pas l'Europe. C'est pas le costard et le flingue caché, là c'était vraiment tenu comme les sociétés militaires privées, les fusils d'assaut, les grenades, et t'es au centre de Kaboul et tu te déplaces. Mais là tu veux la sécurité de qui? Des dignitaires de l'ONU, enfin des représentants de l'ONU en Afghanistan, c'était ça à l'époque pour nous, et l'ONU était une cible prioritaire pour les talibans. Donc on était directement, les VIP étaient directement menacés, les VIP et tous les fonctionnaires de l'ONU, là-bas. Ok. Donc moi j'ai fait partie, pour partir en Afghanistan, je reviens en arrière, donc je fais partie de l'équipe de protection rapprochée à Genève, on est entre 30 et 50 de l'équipe de protection rapprochée, et en fait il y a eu des tests et des sélections pour faire partie de l'équipe de protection rapprochée en milieu hostile, donc là après on n'était plus que 8. Donc il y a eu pareil des beaux tests de sélection et ensuite des formations spécifiques. Donc je suis monté m'entraîner avec l'équipe au GIGN, entre autres. Donc une super expérience. Et donc là, ça s'entraînait pour de vrai? Là, on s'entraînait pour de vrai. Alors c'est quoi pour de vrai? Pour de vrai, c'était vraiment surtout tout axé sur les armes. Parce qu'on pense déploiement au milieu hostile et le taliban, il t'agresse pas à main nue, quoi, tu vois. Ok. Donc c'était armes de poing, fusil d'assaut, on s'entraînait avec les véhicules, débarquer, tirer à travers les pare-brises, évacuer par les hélicoptères, voilà. Mais physiquement, il n'y a pas encore un truc au-dessus? Physiquement, très peu. Physiquement, très peu. Ok. Très, très peu. C'est pour ça que j'ai toujours fait, en parallèle de moi-même, des sports pour me maintenir à niveau. Donc à l'époque, quand j'étais là-bas, il y avait à côté de là où je bossais, l'Académie des arts de combat.
l'ADAC. Ok. L'ADAC, je crois que ça existe toujours. Donc c'est une sorte de type self-défense. C'était pas du Krav Maga, mais tout le monde veut se différencier, mais en gros technique de self-défense, on va dire. Je faisais ça. J'avais encore mes acquis de judo, mais je faisais pas encore de jiu-jitsu brésilien à l'époque. Et donc tu faisais ça, tu faisais toujours de la muscu, de la course à pied à côté? Muscu en permanence, j'ai toujours fait de la musculation. Mais tu faisais muscu, ce type de l'époque, bodybuilding Muscu type bodybuilding, quoi. Et après, ça dépendait en fonction de l'influence, un petit peu, tu sais, j'avais pas de programme structuré. Je me suis toujours un peu à l'instinct et en fonction du temps que j'avais pour moi. Donc c'était, un coup, ça pouvait être pendant X mois poids de corps, X mois, bah, j'avais accès à une salle, je me faisais ça dans une salle. Alors, ça dépendait si j'étais déployé, si ça dépendait du travail, voilà. Mais toujours une diversité, mais toujours une pratique musculaire. La course à pied, j'en ai toujours fait, de l'armée, donc je faisais l'armée, je faisais partie de l'équipe de cross. Et une équipe de cross? Équipe de cross, donc et là je m'entraînais bien et j'avais fait le 10 kills, je t'avais déjà dit, en 34 minutes, donc ce qui était déjà pas trop mal c'était en une super temps. perf. Ensuite, quand j'ai quitté l'armée, il y a un copain un jour, il m'inscrit sur un trail, donc je me mets à faire des trails. Donc j'ai fait des trails qui vont de 15 à 35 bornes, tu vois. Donc ça j'ai fait, donc j'ai toujours couru, jusqu'à une petite blessure, après je me suis mis à faire du vélo. Donc il y a toujours eu ça, une notion sport d'endurance, sport de renforcement musculaire. Tu étais un athlète hybride avant l'heure, quoi. Et sport de combat. Bah voilà, il n'y avait pas ce mot d'hybride. Pour moi, c'était la normalité, tu vois. C'était encore cette vision du militaire qu'on appelait un peu le chat maigre à l'époque, qui était à la fois capable d'être endurant, fort, qui savait se défendre, qui avait quand même un physique relativement potable selon mes critères. Donc voilà, j'ai toujours eu ça en tête. Et physiquement, tu vois, si je me compare maintenant à quand j'avais 20 ans, bah, je veux dire, j'ai un meilleur physique maintenant. Mais si je dois comparer le rapport poids-taille, quand je me suis engagé à l'armée à 18 ans, je faisais 70 kilos. Là, à 43 ans, je fais 76,5 et avec une bonne masse musculaire en plus, tu vois. Comment ça a évolué ensuite ton parcours? Eh bien en fait, lors de cette protection rapprochée, en Afghanistan, il y a eu des gros déclics qui sont arrivés parce que j'ai été avec ma femme, j'ai rencontré ma femme, donc là, je flashback, je rencontre ma femme en 2007 et en 2010, je pars en Afghanistan. Elle ne m'avait jamais connu militaire, tu vois, où j'étais déployé régulièrement. Et là, je suis déployé en Afghanistan, où elle me voit juste par Skype tous les soirs et qu'elle voit à la télé des explosions, qu'il y a des morts. Tu vois, nous-mêmes, on est ciblé directement, donc il y a des explosions qui nous ciblent directement, où je suis obligé de l'appeler, dire « Ok, c'est bon, je suis en vie ». Et donc, je la vois pleurer tous les jours pendant 3 mois et demi, tu vois. Elle fait une fausse couche pendant que je suis là-bas en Afghanistan. Donc, il y a beaucoup de choses je suis obligé de me remettre un petit peu en question sur l'avenir, mon avenir, l'avenir de notre couple. Et comme je t'avais dit, j'ai appris l'anglais. Et pour concrétiser cet apprentissage de l'anglais, j'avais postulé, juste comme ça, pour tester mon anglais, sur un poste complètement administratif, hors de la sécurité. Et lorsque je suis en Afghanistan, il m'envoie un message en disant « Vous êtes pris ». C'est pour faire quoi? Secrétaire. Secrétaire. Non. Le challenge permanent. Secrétaire où? Secrétaire au bureau du Haut Commissariat des droits de l'homme, toujours à Genève. Tu vois, c'est dépendant de l'ONU. Ouais. Donc, secrétaire. Toujours le challenge permanent, tu vois. Okay. Aussi bien physique que mental. C'est développer d'autres compétences. Donc, je suis sélectionné et je me remets en question, j'en parle avec ma femme, je fais le pour, le contre. Et je me suis dit, attends, je vais rentrer à Genève, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que dans X années, je vais pas canner sur le terrain? Est-ce que ils vont pas me renvoyer comme gardien de barrière à contrôler des badges? Où est-ce que je pourrais me développer le plus? Donc j'accepte le poste. Je rentre d'Afghanistan, et puis une semaine après, je passe de Kaboul à bureau au commissariat des droits de l'homme, au bord du lac Léman, à siroter le thé avec 3 collègues féminines et à parler des potins des people, tu vois. Comment tu vis ça? Parce que là c'est... Une grosse claque. Là, tu sors complètement de ton truc. Grosse claque. Je vais te dire qu'au début, comme je suis toujours dans ce challenge permanent, la première année, ça se passe très très bien.
puisqu'en fait, j'apprends un nouveau métier. C'est quelque chose de nouveau. Mes collègues sont complètement anglophones. Je travaille en anglais, en espagnol, en français. J'apprends des choses sur l'ordinateur, des nouvelles compétences qui viennent. Donc la première année très dense. Et comme j'apprends, je ne me lasse pas. J'ai mes enfants qui sont en cours de livraison, tu vois ce que je veux dire? Donc pareil, je me prépare à ce défi. Et puis il y a toujours le sport en fond, tu vois, parce que même si je change, pour moi le sport c'est une condition sine qua non. C'est une partie intégrante de qui je suis. Donc il y a toujours de la course à pied, je me déplace, je vais au boulot en vélo, et vélo de course, et j'habite à 25 bornes. Donc en fait je me fais 25 bornes aller, 25 bornes retour, 5 jours par semaine. Donc déjà je fais des gros volumes, et quand je le fais en mode contre-la-montre. Je dois battre mon record à l'aller comme au retour, donc je vais à bloc. Donc ça. Et le midi, juste à côté, il y a une station de street workout. Je vais faire traction, pompe. Je fais un peu de tout ce qui est calisthénique. Je travaille les figures, tu sais, human flag, pole flag, que j'arrive à acquérir au bout d'un certain temps, tu vois, et de certaines blessures aux épaules, parce que des fois on va trop vite. Mais donc, tu vois, j'apprends d'un point de vue professionnel, mental, psychologique, et puis physiquement, je suis toujours dans la diversité, mais toujours l'intensité. Toujours l'intensité. Oui, on en reparlera après, mais j'ai l'impression que tu fais quelque chose à fond, presque. Ouais. Combien de temps tu tiens alors en tant que secrétaire? En fait, je tiens un sacré moment, quoi. C'est-à-dire? Je tiens 6 ans. Allez, 5 ans. Ouais. 5 ans avant de péter une pile. Et 6 ans sur le papier. Parce que, en fait, 5 ans et demi. J'intègre ce bureau en juin 2010, si je ne me trompe pas, juin 2010, et je démissionne au final en janvier 2016. Tu démissionnes? Je démissionne de l'ONU, la cage dorée, où je gagne vraiment bien ma vie. Et c'est ce qui se passe, c'est que sur cette première année, comme je te disais, j'apprends beaucoup, et après, en fait, je me rends compte que c'est le néant, quoi. Je gère très bien ce que je fais, mais après, vu que tu es bon, t'es meilleur même que les personnes avec lesquelles tu travailles, qui sont formées pour ça, qui font ça depuis 15 ans. Comme t'es meilleur, les gens viennent te voir tout en priorité, donc t'as une surcharge de travail, on t'en demande toujours plus. Et comme t'es ancien militaire, tu veux faire bien, tu fais bien les choses à fond, tu te donnes pleinement et t'as pas de retour, c'est un puits sans fond. En parallèle, j'ai mes enfants, donc c'est des jumeaux, donc j'ai des jumeaux d'un coup, donc beaucoup de travail, manque de sommeil, le travail qui, au fur et à mesure, me débecte, tu vois. Donc, il y a vraiment un down, et je me maintiens une rigueur physique. Je commence le jiu-jitsu brésilien en parallèle, donc septembre 2010. Donc, en fait, je me retrouve avec beaucoup de travail, une surcharge mentale et un manque de repos, et je maintiens une cadence physique, une activité physique soutenue. Donc toujours, je travaille en vélo, je m'entraîne le midi, et 3 soirs par semaine, je vais faire du jiu-jitsu, qui fait que je me rentre vers 23h, le temps que je redescende en pression, je fais 3 mauvaises nuits par semaine, donc tu vois, le cercle vicieux, et au bout d'un moment, je pète une pile au boulot, je deviens un connard à la maison, je m'engueule tout le temps avec ma femme, je suis limite à taper sur mes gosses, et je me mets à chialer à un moment donné. C'est une sorte de burn-out. Burn-out complet, et je prends 1 mois sabbatique pour faire le point. Je me dis, je peux pas continuer comme ça. Et là, je commence à me former en nutrition, naturopathie. Mais ça t'intéressait ça avant la nutrition? Comme j'ai compris à 20 ans, quand j'étais à l'armée, que physiquement, si on voulait qu'il y ait du changement physiquement, que ce soit d'un point de vue visuel et d'un point de vue performance, il fallait se prendre soin de son alimentation. J'ai commencé de m'intéresser depuis que j'avais 20 ans. Mais c'était l'étude muscle et fitness, si tu vois ce que je veux dire. Je connais bien, oui. L'influence muscle et fitness que j'ai traîné avec moi, que j'ai fait évoluer au fil du temps. Mais je savais que je manquais de quelque chose, puisque avec tous ces entraînements, les petits problèmes de santé que j'avais, parce qu'avec ce stress, j'avais eu ulcère à l'estomac, problème de sommeil, ulcère à l'estomac, les tendinites, les petites douleurs. Je me dis, il y a quelque chose, j'avais quelque chose au fond de moi qui me disait, il y a quelque chose que tu fais mal. Et donc, en me renseignant en étudiant la nutrition, en étudiant la naturopathie. Pourquoi la naturopathie et pas un BTS diète ou Parce qu'à l'époque, comme je bossais,
ben, je devais rembourser mon crédit à la maison. Je devais aussi soutenir le train de vie familial, même si ma femme travaillait. Ben, je ne pouvais pas arrêter comme ça du jour au lendemain et puis partir sur un BTS diète du jour au lendemain, parce que le BTS diète, lui, il fallait que j'étudie pleinement, sans rentrer d'argent. Et donc là, c'était inenvisageable pour moi. Donc j'ai préféré faire une formation où je pouvais bosser en alternance, enfin travailler et étudier en alternance pour me former. Et quand j'ai mis en pratique, parce que c'est ça pour moi, c'est qu'avant de conseiller les choses aux personnes, je l'applique toujours sur moi-même. Ben, j'ai mis en œuvre ce que j'ai appris, et en l'espace de quelques mois, j'ai vu des changements visuels physiques, et au niveau du bien-être, au niveau de la récupération, au niveau des douleurs qui disparaissaient, avec le même rythme de vie et la même cadence d'entraînement. Comment tu as choisi ton école de naturopathie? Parce que j'ai l'impression qu'il y en a plein maintenant. À l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. Ah. Et en fait, je ne savais même pas ce que c'était que la naturopathie, en fait. Tu vois, C'est quoi la naturopathie? La naturopathie, je vais te dire. Comment tu résumes ça? Pour moi, c'est vivre avec du bon sens. C'est ma définition de la naturopathie. Vivre avec du bon sens. Je peux partir sur des trucs hippie wou là, tu vois, avec des définitions, la nature, la santé, la voie de la santé naturelle. Oui, c'est vrai, mais pour moi, c'est juste le bon sens. Vivre de manière sensée. Donc tu fais une formation de combien de temps? Combien de temps ça dure? C'est une formation de 2 ans. Ah ouais? 2 ans. Et comment je l'ai trouvé? Tout simplement, je ne savais pas ce que c'était. J'ai tapé, comme je savais que je voulais changer de boulot, j'ai tapé sport, alimentation, nature, parce que comme je viens de la campagne, j'ai toujours aimé la nature. Sport, alimentation, nature. Et ça m'a sorti école de naturopathie. Il devait y en avoir 2-3, et j'ai vu celles qui faisaient des trucs à distance et en alternance, où je peux aller sur place pour certains cours. J'ai pris celle-là. Et t'en étais content de la formation? T'en étais content? Bah après voilà, moi j'apprenais des nouvelles choses, donc forcément, toi c'était nouveau. Beaucoup de gens pourraient trouver à redire sur le contenu, sur le fond. Maintenant avec du recul, je me dis ouais, c'est vrai que c'était peut-être un peu light sur certains sujets où c'était orienté. Mais en fait, je ne me suis pas arrêté à la formation, j'ai fait mes 2 ans. Toi tu as une belle bibliothèque, j'ai aussi une belle bibliothèque dans ces domaines, donc à chaque fois qu'on grattait un sujet, j'achetais des bouquins sur le sujet, je me formais, je testais sur moi. Et puis à la fin, on se fait sa propre expérience, quoi. Mais là, tu pars complètement dans un truc différent parce que, en gros, tu étais salarié, on va dire, on te disait quoi faire à chaque fois. Et là, tu te retrouves, ok, t'es naturopathe, mais personne ne vient sonner chez le naturopathe, quoi. Ah, ça c'est clair, hein. Comme tu le dis, hein, depuis que j'ai 18 ans, en fait, au final, de 18 ans, donc depuis 2000 jusqu'à 2016, donc 16 ans, je suis employé, quoi. Tout est cadré, t'es rémunéré, ça tombe tous les jours. Puis quand je démissionne et que je me lance vraiment pleinement naturopathe, quand je suis certifié, en fait tu passes de 5000 à 50 parce que tu as ton voisin qui te prend sa première séance, tu vois. Ça commence comme ça. Forcément, moi, avant, comme j'ai une famille à m'occuper et que je ne vais pas m'appuyer, être dépendant de ma femme, je mets tout en place avant. Et j'ai pensé à ça bien évidemment, même quand j'étais célibataire, c'est de prendre les devants, épargner, investir. Parce que j'imagine que quand tu es déployé en Afghanistan, tu n'es pas payé 3000 €, quoi. Ah non, ah non. Là, j'imagine que comme tu risques ta vie, et puis en plus tu protèges des personnalités, entre guillemets. J'ai touché des saladiers. Ouais. J'ai touché des saladiers. Et donc ça m'a permis quand même de payer ma maison, finir de payer ma maison. Donc j'ai pas de loyer. Moi, ça fait depuis 2016, je paye pas de loyer, tu vois. La maison est payée. J'ai investi. Avant, j'avais acheté des appartements, j'ai investi en bourse et plein d'autres choses. Donc forcément, ce qui fait que quand je fais le move, je me dis ok, je vais faire en sorte de donner le meilleur de moi-même. C'est comme si j'étais dos au mur, comme si tout ce que j'avais investi, je ne l'avais pas. Tu vois? Parce que sinon, j'aurais très bien pu me complaire, d'en dire oui, mais c'est bon, j'ai quand même de quoi survivre et je ne me serais pas lancé pleinement dans ce que je devais développer. Donc en fait, je ne me suis jamais appuyé sur ce que j'avais fait avant, mais je savais qu'il y avait ça en backup, et c'était surtout pour rassurer ma femme, au final. C'était plus pour rassurer ma femme. Quand je lui ai dit que je démissionnais, c'était limite elle qui a fait une dépression. Elle dit « Ouais, mais le train de vie qu'on a et tout, comment ça va se passer ?» Il dit « T'inquiète pas, s'il y a quelque chose qui arrive, il y a ça derrière, mais dans tous les cas, je vais mettre tout ce qui est en mon pouvoir pour le développer, pour qu'on n'ait pas à s'en soucier. » Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis donné corps et âme pendant 4 ans à bosser 5h, 23h. Toujours l'auto-formation, bosser avec des clients, développer des choses à mon niveau.
des choses qui me semblaient... Comment t'avais pour développer ça? Parce que je vois que t'étais pas trop aux réseaux sociaux, et que là t'es un peu plus, t'as ton podcast maintenant. Beaucoup te connaissent comme Purple Belt Chicken. Kitchen. C'est chicken, Belt Chicken, Purple Chicken. Bon bref, les personnes ne savent le prononcer. Dès le début, tu t'es dit je vais me lancer dans un peu le milieu du combat, tu vois, en tant que naturopathe? Pas du tout. Pas du tout. Au début, vraiment, je me suis installé, c'était Julien Lepage, posé le naturopathe du village. Et en fait, j'ai vu que ça ne marcherait pas comme ça. Mais j'ai commencé de manière stratégique. Je dis, je commence avec mes proches, mes voisins. Ensuite, il va y avoir du bouche à oreille. Ça va se développer en local. Donc, j'ai commencé à travailler comme ça. Donc, 2016 entier, une partie de 2017. Et en 2017, comme ça commençait à faire quelques années que je faisais du jiu-jitsu brésilien et que des copains du club m'ont demandé « Tiens, Julien, maintenant c'est Julius quoi, mais Julien, comme tu t'occupes de la diète, tu pourrais pas t'occuper de notre diète pour les compètes, pour qu'on perde le poids, pour qu'on soit en forme et autres ?» Je dis « Ouais, donc j'ai commencé à avoir des clients de ce côté-là, à les aider. Et puis ils me demandaient des recettes, parce que moi j'aime bien la cuisine aussi, moi je suis un gourmand, et puis j'aime bien cuisiner simple, de manière simple bien évidemment. Donc je me suis dit, tiens, je vais créer un blog, un petit blog avec des recettes, et ça a commencé comme ça, et j'ai commencé à créer une page en même temps. Donc juin 2017, je crée Purple Belt Kitchen, parce que j'étais ceinture violette à l'époque. C'est déjà balèze, ceinture violette en jiu-jitsu? Oui, c'était déjà pas mal, quoi. Maintenant je suis ceinture noire, hein, tu vois. On te l'a donné, je crois, tu l'as acheté. Ouais, c'est ça. On va tester après. Et je lance le blog Purple Belt Kitchen, avec quelques recettes très simples. Et ensuite, je crée une page sur Facebook. Assez rapidement, c'était les débuts d'Instagram. Je crée une page Instagram sans vraiment savoir comment ça fonctionne. Tu vois, je fais quelques photos, quelques textes, et puis je vois comment ça fonctionne. Il faut montrer ses abdos, ou bien il faut montrer des belles photos d'assiettes. Voilà. Puis je crée une petite page YouTube. Je commence à faire des premières vidéos. Donc, avec un style particulier en plus. Avec mon style à moi en fait. J'ai décidé de faire ça comme je suis quoi. Moi, j'essaie de rester authentique, je ne veux pas tromper sur la marchandise. Comme on me voit là aujourd'hui, je suis comme ça au quotidien, avec ma femme, mes gosses, avec les gens qui me côtoient. Je parle de la même façon. Donc je crée ça. Et puis en fait, je me rends compte que ça plaît à certaines personnes, dans le milieu du jiu-jitsu brésilien, entre autres. Et donc ils me contactent pour commencer à perdre du poids, être au poids pour les compétitions, être en forme. Donc je développe un peu ce business. Et en fait, ce que j'avais lancé en tant que naturopathe pour le commun des mortels, donc pour ce que j'accompagnais du nouveau-né jusqu'au senior, tu vois, je dis tiens, je vais créer une niche, je vais faire un peu le naturopathe, nutritionniste des jiu-jiteros, donc des pratiquants de jiu-jitsu brésilien. Et j'ai lancé ça comme ça. Et ça a tout de suite pris. Est-ce que tu as réussi à avoir suffisamment de clients, entre guillemets, dans le milieu du jiu-jitsu et des sports de combat? Est-ce que tu pourrais vivre que de ce milieu-là? Je vais te dire que il y a des mois, je pourrais en vivre, des mois non. Si je fais une moyenne, je vais te dire que comme j'ai un système financier, comme je l'ai dit avant, qui est en place, oui, je pourrais en vivre. Oui, mais s'il n'y avait que ça. S'il n'y avait que ça, surtout dans la région, comme tu sais, j'habite en Haute-Savoie, c'est assez cher, ce serait très difficile. Ce serait très difficile, c'est pour ça que je suis diversifié. Je fais ça, je fais aussi de la réflexologie plantaire parce que dans ma formation. Ah oui, tu m'as dit que tu faisais ça justement, tu donnais des cours là-dessus au diplôme de Pierre. Oui, c'est ça, oui, effectivement. Donc en fait, dans mon cursus de naturopathe, j'ai appris aussi la réflexologie plantaire. Donc je fais ça depuis 2013. Et donc je fais ça en tant que praticien. Donc j'ai des clients réguliers, clients et clientes. Et puis en même temps, comme j'ai atteint un certain niveau de compétences, souvent on me demande pour venir enseigner la réflexologie dans certaines écoles, ou bien il y a des personnes qui viennent apprendre avec moi en cours particulier. Ok, ouais, putain, je savais pas que c'était aussi développé ta réflexologie, vu que t'en parles pas souvent. Non, voilà. Tu vois, tu mets pas trop ça en avant. C'est en dehors de ma niche, tu vois, c'est pas en rapport avec le jiu-jitsu brésilien, ni la nutrition, ni les recettes, tu vois. Donc ça, je garde vraiment ça pour moi dans un autre coin de mes activités. Donc c'est vraiment dans ma diversification. Ce qui me plaît beaucoup, puisque j'aime pas avoir même si j'ai des routines, j'aimerais pas faire que de la naturopathie tous les jours, ou que de la nutrition, ou que de la réflexologie. Dans une journée, je peux être à parler renforcement musculaire avec un client,
le client suivant, être au poids pour une compétition, faire une séance de réflexologie, et puis faire un rééquilibrage alimentaire avec une autre personne, tu vois. Il n'y a jamais une journée pareille. Mais tu as organisé ton cabinet en partie chez toi. J'imagine que tu fais aussi à distance. Oui. Ouais, tu fais aussi par visio, tout ça. Ouais, c'est ça. Au début, je faisais que en présentiel, donc c'était très local. Et puis, avant le Covid, avant cette histoire de pandémie, il y avait beaucoup de gens qui me demandaient, comme je faisais des compétitions et que j'ai commencé à être connu dans toute la France, enfin toute la France. Est-ce qu'il y a beaucoup de ceintures noires déjà en France? Maintenant, il y en a plus, mais à l'époque, il y en avait moins. Mais en fait, mes clients, peu étaient ceinture noire. Ceux que j'avais en ceinture noire, c'est ceux... Mais je veux dire, et toi, comme tu étais déjà d'un très bon niveau... En fait, comme tu as un certain niveau, tu attires aussi des gens qui sont d'un niveau, en termes de pratique de jiu-jitsu brésilien, et toi, tu le sais, à ton niveau de musculation, tu attires aussi des gens qui sont moins doués que toi, et qui veulent progresser. Bien sûr. Donc, avec moi, ils n'allaient pas progresser en jiu-jitsu brésilien directement, mais dans tous les facteurs autour de ça, tu vois, hydratation, alimentation, gestion du poids. Donc, il y avait beaucoup de gens qui étaient ceinture blanche, bleue, et comme je les rencontrais en compétition, quand ils me voyaient en compétition, ça leur donnait envie de bosser avec moi, donc ils m'envoyaient des messages, on peut bosser ensemble, et j'ai commencé de créer un système avec WhatsApp ou Skype au début. Et puis avant que la pandémie arrive, en fait, j'étais déjà en place pour bosser à distance. Ce qui fait que maintenant, je vais te dire que 90% de ma clientèle, c'est à distance. Ça te manque pas ça de ne pas voir les gens? En fait, comme j'ai quand même 10% de travail en présentiel, ça te suffit? Ça me suffit, tu vois. Et puis c'est sûr qu'il y a des moments, on aime bien être vraiment en vis-à-vis. Et je vais même te dire une chose, c'est même au-delà de travailler avec les gens, ce qui me plaît, c'est certes bosser avec eux toi, à distance, mais de me déplacer sur un événement et de les rencontrer en vrai, tu vois. Donc tu vas beaucoup sur les compètes? Alors j'y vais moins en ce moment, parce que je me suis réorienté un petit peu au niveau sportif, mais quand j'allais en compète, tout de suite c'était vraiment des gars que je connaissais pas. Ouais, super ce que tu fais, ma femme adore ta recette de X. Voilà, c'est une caricature que nous dit. Ma femme adore la recette. Ouais, c'était vraiment ça, tu vois. Je me rappelle, j'étais allé à une compète à Marseille. C'était la première compète post-Covid. Et rien que pour traverser le gymnase, en fait, j'ai mis 1 heure. Et j'ai dit, les gars, laissez-moi, faut que j'aille me changer, faut que j'aille combattre, quoi. C'était vraiment agréable, c'est de se dire que tout ce que j'avais mis en place à distance, au final, le résultat est très subjectif, tu vois un like, un petit commentaire, des fois, t'as même pas grand-chose. Ouais, des fois, t'as rien du tout, oui. T'as rien du tout. Mais en fait, tu vois que sur le terrain, en vrai, concrètement, t'as des personnes. Et c'est ça, en fait, qui me plaît. C'est voir qu'en fait, il y a quand même de l'humain. Il y a de l'humain. Mais moi, je dis que il faut prendre ce qu'il y a à prendre avec les réseaux sociaux, pour véhiculer un message, véhiculer des idées, mais ça remplacera jamais le contact humain et les échanges réels, les poignées de main, les tapes dans le dos, les conversations en privé, tu vois, ça vaut tout l'or du monde, ça. Tu dis que tu as réorienté ton business? Alors, pas forcément mon business, mais ma pratique sportive. Pourquoi? En fait, parce que ceinture noire, quand même, moi j'ai dit dessus, ceux qui ne savent pas, t'es un monstre. Tu vois, ça veut dire que t'es une arme vivante, quoi. On se débrouille bien. Non, ça veut dire que t'es une arme vivante, ça veut dire que j'ai de te taper, en fait, tu m'as déjà pété le bras, j'ai rien vu venir, quoi. Non, mais c'est un peu ça. C'est peut-être une caricature, mais oui, effectivement, on a des bonnes capacités. Moi, j'ai fait un peu de jiu-jitsu brésilien, alors. Quelques mois, j'ai bien vu qu'un mec était déjà ceinture violette, je peux pas le toucher, quoi. Tu sais, il y a aucune chance. Si le mec s'entraîne, j'ai aucune chance de le toucher. C'est vrai. J'ai rien de temps de voir venir que j'ai déjà tout cassé, quoi. C'est vrai que peut-être que je m'en rends pas compte, mais c'est vrai qu'avec du recul, j'ai donné dernièrement lors d'un stage un petit cours de self-défense, et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais 40 personnes face à moi, et pour la plupart des hommes, même costauds, et je me suis dit, punaise, en fait sur les 40 face à moi, il y en a peut-être 2-3 qui savent vraiment avoir une attitude d'autodéfense, qui tiennent la route, et encore. Et donc c'est vrai que oui, je pourrais potentiellement dire ok, je suis au-dessus du lot. Je dis pas non là-dessus. Alors pourquoi tu as réorienté ta pratique sportive? Pourquoi j'ai réorienté? Eh bien, en fait, j'ai commencé en 2010, on est en 2024, ça fait 14 ans que j'en fais, ça va faire 3 ans que je suis ceinture noire. Et bien évidemment, le parcours du jiu-jitsu brésilien, comme ça reste un sport de contact,
de préhension, de torsion, d'articulation, il y a des petites blessures. Et les blessures, des fois, elles sont gênantes, surtout pour quelqu'un comme moi qui, comme je te dis depuis le début, j'aime pratiquer plein de sports. Avoir une attitude, une composante musculaire, une composante combat et une composante plus endurante. Et forcément, quand tu te blesses et que ça te limite dans la pratique des autres sports, ben des fois, il y a une remise en question, tu vois. Quand tu penses avoir fait le tour d'une pratique aussi, même si le jiu-jitsu brésilien, c'est illimité, hein, bien évidemment. Hein, d'un point de vue technique, on peut vivre une vie et ne pas toucher toutes les techniques à disposition. Mais j'avais envie de me réorienter vers mes premiers amours d'endurance, c'est-à-dire la course à pied, la natation que j'ai aussi beaucoup pratiqué en autodidacte, hein, et le vélo. Et donc, bah, tu comprends, triathlon, quoi, que j'avais jamais pratiqué le triathlon avant, mais je faisais tous ces 3 sports de manière individuelle et jamais en même temps, en fait. Et je me suis dit, tiens, c'était un petit peu la mode, là, les influenceurs sur les réseaux qui faisaient du triathlon. Ah, quand l'Ironman ? Oui, non, mais je fais pas l'Ironman, hein, non, c'est trop long pour moi. Mais j'ai dit, ouais, c'est vrai que c'est pas con. Et il y a 2 ans, je me suis mis le défi d'en faire au moins un, même un cours, tu vois. J'ai dit, ok, juste pour, pas pour le faire, mais si pour la préparation qui est exigée pour faire les choses bien. Ce que je veux faire, c'est pas juste dire, je me prépare pas et je le fais et je dis, je l'ai fait. C'est pas ça mon but, c'est de faire chaque chose, le faire quand même plus ou moins bien, le faire avec des bonnes compétences techniques et se dire, bah, quand j'ai fini ma course, je suis pas une épave qui peut plus bouger pendant 15 jours, tu vois ce que je veux dire, comme beaucoup font, ils ont jamais couru, et puis là, du jour au lendemain, ils vont faire un marathon, et puis ils bougent plus pendant 6 mois derrière. Mais il faut une belle vidéo YouTube après pour le dire. Une belle vidéo YouTube, ouais, voilà, ils ont que ça en fait. J'ai fait un marathon sans m'entraîner, c'est la mode, hein. Et ça, pour moi, c'est pas être un sportif, ça. Bien sûr, bien sûr. C'est pas être un sportif. Donc je voulais faire ça, et donc je me suis remis à cette course à pied, ce vélo. Mais que tu faisais déjà un peu. Tu continuais déjà de courir, non ? Mais en fait, sache que quand j'ai fait du jiu-jitsu brésilien, j'ai complètement arrêté la course à pied. Ah ouais, t'as arrêté. Et donc tu fais comme la muscu à côté ? Je faisais la muscu, franchement, c'est le fil rouge. Depuis que je suis gamin, enfin, pas depuis que je suis gamin, mais depuis vraiment 18 ans, j'ai vraiment commencé à faire un peu de muscu. Mais la muscu, ça a toujours été le fil rouge. Mais en termes d'endurance, je me disais, ah ben c'est bon, je fais du jiu-jitsu brésilien plusieurs fois par semaine. Quand on fait les combats à répétition, d'un point de vue cardio-endurance, tu l'as testé, ça tabasse pas mal. J'ai toujours gardé quand même un peu de vélo. Quand je voyageais un peu là où il y a la mer et tout, ben, je nageais, mais sans m'entraîner à proprement parler. Tu vois, c'était vraiment pratiqué pour le plaisir. Et donc j'ai vraiment arrêté cette course à pied. Et il y a 2 ans, quand je me remets pour le triathlon, j'ai dit ok, ben, je vais courir. Et en fait, la grosse claque dans la gueule. T'avançais plus ? Ben, en fait, j'ai couru 20 minutes. Et après, il m'a fallu 1 semaine pour m'en remettre au niveau des tendons d'Achille, quoi. Ah oui, bah moi c'est souvent les mollets qui... je sens... Et ben moi, c'était le facteur limitant. Et là, je te dis, 1 an et demi après avoir repris, ça fait juste 4 mois que je suis à l'aise sur mes tendons et mollets. Mais sinon, c'était... Sinon, ça t'inflammait à chaque fois ? Ça m'enflammait, ça me tirait sur les tissus, je sentais que c'était pas... Ça manquait d'élasticité. Et même avec du travail spécifique, de l'échauffement et autres, c'était la mort. Donc, avec quoi tu cours ? Moi, je cours avec les... Ah, dis-moi avec quoi tu cours. Eh oui, je cours avec des... Comment c'est ? Dis-moi la marque. C'est la marque de Decathlon, quoi. Ah, tu as les Keeprun ? Les Keeprun. Mais lesquels ? Je crois 500 Keeprun. 500. Ah ouais, c'est un petit modèle alors. Voilà. Ah ouais, ça amortit pas des masses. Voilà. Mais c'est parce qu'avant, j'avais commencé à courir avec des ASICS, les premiers prix qu'ils vendent à Decathlon. Ouais, pareil, c'est pas... Voilà, là j'ai commencé à déclencher des débuts de tendinite, des douleurs. Après j'ai dit non, il va peut-être falloir que je m'équipe un peu plus intelligemment. Et donc j'ai pris les Keeprun. Et déjà rien que ça, j'ai senti la différence. Et donc j'ai dit je vais pas mettre plus, je vais pas surenchérir. Ce que je veux, c'est m'adapter. Et plutôt que d'adapter le matériel, je me suis dit je vais m'adapter moi. Et donc au final, plutôt que de vouloir me mettre à courir absolument 1 heure, parce que je sais pas pourquoi, tout le monde dit ok, il faut courir 1 heure, c'est une référence. Ouais, tu cours 45 minutes, 1 heure, à chaque fois on te dit ça, et tu dis bon, t'es bien, mais... Et en fait, moi, comme je visais un triathlon S, je me suis dit ok, le triathlon S, c'est 5 km. Donc le 5 km, je m'étais dit, le plus long que je vais mettre pour faire 5 km, le plus long, c'est 25 minutes. Donc en fait, quand j'allais courir, la première année, j'ai rarement couru plus de 30 minutes.
Mais est-ce que tu courais toujours avec cette philosophie d'être à fond à chaque fois? Non. Non, à ce coup-ci, non. Et là, pour le coup, j'ai vu que si je voulais mettre vraiment de la grosse intensité et tout, là, c'était ça allait me mener dans le mur. Vraiment, ça allait être la blessure. Ce que je ne recherchais pas du tout, tu vois. C'est pour ça que j'avais levé le pied en jiu-jitsu brésilien, tu vois, me prévenir des blessures pour pouvoir faire d'autres choses. Donc j'ai dit non, ok. Et j'ai commencé 20, 25 minutes, 30 minutes, en me laissant 3-4 jours de repos pour bien récupérer, pour reprendre. Je comprends pas, moi on me dit qu'on peut courir tous les jours, c'est ça le mieux. Eh ben, peut-être que j'aurais pu courir tous les jours, mais 5 minutes. j'aurais couru 5 minutes. Si je l'avais fait tous les jours, j'aurais couru 5 minutes. Mais vraiment, je voulais avoir une approche vraiment progressive, écouter mon corps, comment il réagissait. Et puis, alors, c'est bien d'écouter son corps, mais à un moment donné, il faut le forcer hein, quand on recherche l'adaptation. Progressivement, en fonction de comment je me ressentais, j'ai intégré une séance en plus, en réduisant un petit peu le temps, tu vois, pour vraiment avoir une approche vraiment très progressive. Ce qui va vraiment à l'encontre de la mentalité d'aujourd'hui où c'est tout de suite, tu vois. J'ai voulu faire vraiment du régressif. Et là maintenant, au bout d'1 an et demi, je peux te dire, la semaine dernière, je suis allé courir 1 heure. C'est vrai? J'ai couru 1 heure. Mais 1 heure tranquille? 1 heure tranquille. Enfin, quand je dis 1 heure tranquille, je pense que, tu sais, moi je cours vraiment avec du matériel basique. J'ai même pas de montre GPS ni rien. C'est vrai, tu sais même pas combien tu cours alors? J'ai mon cardio-fréquence-mètre premier prix de Décathlon. Je sais combien de temps je cours, je sais à quelle fréquence cardiaque je suis. Mais je pourrais pas te dire la distance ni. C'est vrai, tu sais pas trop. Non, mais au final, ça m'a pas empêché, tu vois. J'ai fait un triathlon M au mois de septembre et de finir le triathlon par un 10 km que j'ai couru en 46 minutes. Ah ouais, tu vois. Donc je vois à peu près les allures à laquelle je m'entraîne. Je sais très bien que tout le monde ne me suit pas, rien que pour ma phase d'entraînement pendant 1 heure. Je suis bien, quoi. Et donc là, ça veut dire que là, tu fais plus du jiu-jitsu brésilien alors? Si, bah tu vois, j'y étais hier soir. Ah. En fait, je m'entretiens en jiu-jitsu brésilien. Parce C'est que quoi s'entretenir? C'est 2 fois par semaine? C'est 1-2 fois par semaine. Mais j'ai eu un petit bobo au mois de juin. J'organise des stages de jiu-jitsu brésilien quand je vais en Espagne. Je me suis blessé à un genou, donc c'est au niveau du ménisque. Et comme j'avais beaucoup d'échéances de triathlon que je m'étais imposé, et que je voulais vraiment me dédier à ça cet été, j'ai arrêté le jiu-jitsu brésilien pendant quelques mois. Pour le meilleur des bénéfices du triathlon, tu vois, je me suis focalisé sur une pratique, en maintenant la musculation, bien évidemment. Et puis j'ai bien développé. Et le jiu-jitsu brésilien, j'ai repris en octobre. Pareil, j'étais en Espagne, j'ai repris tranquillement, toi, progressif, parce que ça peut très vite partir en vrille hein, quand tu pars dans les combats. Tu fais une sorte de combat ou un sparring. Donc j'ai repris par juste des séquences techniques, et puis après j'ai repris quelques combats, et tu vois, j'ai repris hier à Thonon-les-Bains chez mon pote Jeffrey, avec une séquence d'1 heure que technique, avec des montées en pression, tu vois, et on termine avec des petits combats spécifiques liés aux techniques qu'on apprend. Donc on part dans des positions spécifiques où on va de 70 à 100% d'effort donc pour reproduire un combat, mais ça reste pas du combat à proprement parler. Et donc ton entraînement s'articule comment alors aujourd'hui? Aujourd'hui. Donc c'est quoi une semaine type? Une semaine type pour moi, avec toujours cet objectif de développer le triathlon. C'est, on va dire, le lundi. Je vais avoir une séance de musculation le matin, une séance type endurance entre 45 minutes et 1 heure et demie, ça peut être vélo ou course à pied, ou en fonction de la météo, natation. Et le soir, jiu-jitsu. Et 3 séances le lundi alors? 3 séances le lundi, mais les séances de musculation que je fais... On va reparler, ça, je suis un peu curieux. C'est assez court. Ensuite, le mardi, après on va dire que du mardi au dimanche, il y a 2 séances par jour. Une séance de musculation et une séance type cardio-endurance, vélo, course à pied ou natation. Et donc tu fais quoi? Tu fais 3 courses à pied, 3 vélos de natation? Comment ça se organise? Ouais, c'est entre 2 à 3 courses à pied, 2 à 3 vélos. Et natation, c'est vraiment... tu vois, j'aime bien nager en eau libre. Mais là, avec la température qui change, le lac Léman, même si tu cours 30 minutes, c'est max. Et voilà, c'est... Comment dire? C'est pas fou, quoi. C'est pas fou. Et j'ai pas de piscine à disposition, ni à proximité. Et ça me prend trop en délai, tu vois. Pareil, je suis père de famille, j'ai des créneaux à respecter. Et puis, le terme de dépense en temps et en énergie, tu vois. Moi, j'ai pas envie de passer 1 heure sur la route
pour faire 1 heure de natation et refaire encore 1 heure pour revenir, tu vois. Bien sûr, bien sûr. C'est pas rentable. Donc, soit je me paye des stages. Tu vois, par exemple, ce week-end, pour mon anniversaire, je me paye un stage de natation à Vichy. C'est à côté de chez ma mère. Avec qui tu fais ça? Ça s'appelle, je sais pas, stage triathlon. Ok. Comme ça, stage triathlon. Donc, c'est sur 48 heures, je fais un stage de natation. J'étais en Espagne, parce que j'ai un appart en Espagne. Là-bas, je me suis dit, pendant 1 semaine, je vais nager tous les jours. Donc, toi, c'est vraiment par séquence pour la natation. Mais sinon, pour le reste du temps, les autres sports du triathlon, tu vois, c'est 2 à 3 courses à pied, 2 à 3 vélos. Et vélo, comme là, il commence à faire mauvais aussi au moment où on fait le podcast. Tu fais beaucoup d'home trainer? Home trainer. Mais alors, est-ce que, comme tu n'as pas de vraie montre, tout ça, tu n'as pas de Zwift, tout ça, tu fais. T'as un compteur, t'as un truc au Je moins? fais à la sensation. Non, c'est vrai? J'ai mon cardio-fréquence-mètre. J'ai mon repère sur les pignons. Et je me fais aussi en fonction des sensations où je suis. Tu vois, comme je Est-ce que tu fais quand même des fractionnés ou tu... Je fais beaucoup de volume. Je fais du volume. Le fractionné, je vais l'intégrer plus à partir de janvier. Donc là, de ce que je peux voir sur Insta, genre tu fais 45 minutes, 1 heure de vélo, non-stop quoi. Je fais 1 heure à 1 heure et demie de home trainer. Ah, tu fais 1 heure et demie. 1 heure à 1 heure et demie de home trainer non-stop. Et quand le climat le permet, je vais faire une sortie dehors. Le but quand même, c'est... Et quand tu vas dehors, tu roules beaucoup? J'essaie de faire, je vise au moins 1 heure et demie. Ok. Je vise au moins 1 heure et demie. Et c'est là que tu vois vraiment la différence entre home trainer et rouler sur la route. Mais t'as quoi comme home trainer aussi? Parce que maintenant ils font des super trucs. Non, moi j'ai le home trainer de Decathlon, le basique. Voilà. Je clipse la roue, je mets ma résistance et point à la ligne. Ouais, t'as pas le truc des pros. Non, parce que je me considère pas comme un pro, mais je vois que en faisant le volume d'entraînement, déjà, tu vois, comme je dis, je veux explorer mon potentiel et développer ça au mieux progressivement. Donc, je sais très bien qu'à mon âge, je ne peux pas espérer une croissance trop rapide sans me blesser et mettre trop de volume sans me blesser. Donc, ça veut dire que j'intègre du volume progressivement. Tu vois, je commençais à faire, si je regarde il y a 1 an et demi en arrière, le vélo, je fais peut-être 2 fois 1 heure, peut-être 1 heure et demie dans la semaine. Maintenant, je suis entre 4 heures et 5 heures de vélo par semaine. Tu vois. Et par contre, je répertorie tout le volume semaine après semaine que je fais dans ces domaines. T'es pas sur Strava? Je suis pas sur Strava. Faut pas mettre de kudos? Non, j'ai rien du tout là. J'ai mon petit papier, je suis à l'ancienne, tu vois. C'est comme pour mes séances de muscu, c'est tout sur le papier. Et quand tu cours, donc pareil, là tu fais footing, tant qu'il n'y a pas de compétition, tu fais pas de fractionné ou autre? Footing, je vois la distance ou le temps que je veux mettre lors de la compétition et je vais m'articuler autour de ça. Donc là, tu as déjà une date de prochaine compétition? J'ai encore rien d'établi là. En fait, tu vois, Si, allez, s'il y en a une que je vais me refaire, que j'ai fait cette année, c'est Iota. Ah oui, la Iota, oui, qui est assez connue. Ouais, Iota à Vichy. J'avais fait la XPS. Donc c'était un enchaînement de 500 mètres de natation suivi de 4 km de course à pied. Il y avait 5 tours. Et à chaque fois, c'est un temps dégressif. Et j'ai pu aller jusqu'au 4e tour. J'ai fini le 4e tour et je suis arrivé hors chrono pour le 5e tour. Et mon but, c'est de le refaire. Donc, c'est 3e semaine de juillet 2025. Donc, ça, je sais que je le referai. C'est sûr. La date est fixée. Après, pour les autres, c'est à moi de voir aussi. J'ai encore d'autres dates à poser. Tu vois, il faut s'y prendre à l'avance, hein, bien évidemment. J'ai encore d'autres dates à poser. J'ai des choses à confirmer. Mais je vais me refaire peut-être encore 1 à 3 triathlons. J'aimerais faire peut-être du duathlon. J'aime bien aussi le swimrun, toi, nager, courir, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Puis après, des petits défis personnels, des petits challenges qui viennent comme ça dans l'année. Faire le tour du lac Léman en vélo, tu vois. Ouais, le 180 km. Là. Ouais, faire une certaine distance en natation aussi, ça me plaît. À voir. Je vois que souvent, David, il dit qu'il veut traverser de chez lui, là. Oui. Accompagne-le. Oui. Il y a une manifestation qui se fait au mois d'août en général de traversée du lac. Léman. De Lausanne, du lac Léman, de Lausanne jusqu'à Thonon, quelque chose comme ça. Ouais, je vois. Mais il faut s'entraîner. Comment tu t'entraînes en muscu? Parce que ce que j'ai compris la dernière fois quand tu étais venu, pour les cours en CQP, le CQP que j'organise à Annecy, tu t'entraînes d'une façon un peu particulière. Donc un peu, je me petite dédicace à Nico Vaudot, No Intensity, No Victory, c'était ses premiers t-shirts à l'époque, hein, moi je les avais tous. Et donc tu as un entraînement très particulier. Oui. Que je fais depuis 2 ans. Ah, avant tu faisais quoi alors? Avant c'était assez décousu, on va dire jusqu'à mes 40 ans. Et on va parler de toi en même temps parce qu'il y a eu un facteur. Tu vois, j'ai vraiment commencé la muscu en salle
Et après, j'ai toujours, en salle, quand j'avais 18-20 ans, en parallèle de l'armée. Et puis après, j'ai créé mon propre own gym, tu vois, pour pouvoir avoir ça à disposition, pour pouvoir m'entraîner quand je voulais. Et c'était toujours un peu décousu, c'était un petit programme par-ci, ce que tu voyais sur un magazine, ce que tu voyais un peu la tendance actuelle. Et je faisais des choses que j'aimais faire, des mouvements que j'aimais faire. Et j'allais à bloc. L'intensité, le but c'était vraiment à l'époque c'était de se sentir rincé quand tu sortais, tu vois. Tu voyais que ça marchait plus ou moins quand même, il y a un développement physique, le spirit, l'effort, voilà. tu te développes. Je voyais du gain de force, mais c'était jamais, comment dire, comme tu t'avais compris avec l'armée, la sécurité, j'étais toujours en déplacement. Ben, des fois, tes cycles, c'était toujours entrecoupé, tu n'avais pas toujours le matos à disposition pour avoir une certaine régularité. Et en fait, quand j'ai eu 40 ans, quand j'allais avoir 40 ans, j'ai voulu faire un petit challenge. Je dis ok, pour mes 40 ans, je veux avoir un physique particulier, un physique de bodybuilder, comme pour faire un shooting photo, pour un posing. Et à mes 39 ans, j'ai commencé l'année en te sollicitant pour une analyse morpho-anatomique. Ok. Ça avait commencé comme ça, pour savoir un petit peu comment, par moi-même, avec cette analyse, je pouvais travailler pour avoir un corps comme je le voulais. Pour mes 40 ans, donc pour le 22 novembre, je suis du 22 novembre 2021. Et donc j'ai étudié ce que tu m'as donné, j'ai commencé à travailler pour, et puis en parallèle j'ai fait la connaissance d'un coach naturopathe à distance. On s'est connus, je ne sais plus par quel moyen, mais on avait des idées similaires, et je lui ai demandé de m'accompagner pour, en 3 mois, qu'il me fasse devenir un bodybuilder en fait. Donc j'avais déjà une bonne structure, une bonne compétence. Toi, ça faisait déjà 20 ans que je faisais de la musculation, de l'entraînement. Et en fait, en 3 mois, il m'a accompagné sur le programme et sur la diète. Et à la fin, j'étais complètement découpé. Ouais, t'avais des super photos, hein. Voilà, je fais des super photos. Il y aurait eu une compétition, j'aurais fait la compétition à ce moment-là. T'étais vraiment sec, hein. T'étais descendu à combien de kilos? J'étais descendu à 67 kilos. Ah, tu fais 67? Au moment des photos. Ah ouais, on dirait pas. J'ai perdu 12 kilos en 3 mois. 67 kilos? Ah ouais, je pensais que. Je croyais que t'allais me dire 72, 73. Ah non, 67. 67. Ah ouais, on dirait pas sur les photos. 67. Combien tu mesures? 1m72. Ah ouais, donc taille moins 5. Mais c'est ça, un naturel, bien sec. Ah, et là, naturel. Tu vois là. Naturel, oui. Ah oui, là, c'est clair. Mais vraiment, j'ai été rincé. Et donc voilà, en fait, ça a commencé vraiment là, quand il y a eu cette analyse morpho-anatomique, cette prise de conscience du mouvement, de comment mon corps était. Je me rappelle, j'arrivais jamais à faire les trapèzes, et tu me dis, ouais, mais vu l'implantation de tes trapèzes, jamais tu auras des trapèzes. Et là, j'ai commencé à comprendre, tu vois. Ah ouais. Il a fait toutes ces années, et dit, putain, merde. Et ensuite, ces 3 mois d'accompagnement, de coaching pour vraiment développer le physique façon bodybuilding, j'ai repensé cet entraînement, comment il m'a guidé, j'ai vu les résultats, et en fait depuis j'ai maintenu plus ou moins les conseils qu'il m'avait prodigués pendant cette phase de sèche. Alors bien sûr j'ai réadapté l'alimentation, tu vois, mais je me suis pas entraîné exactement pareil, mais j'ai compris les principes, avec plus de temps sous tension, tu vois, meilleur travail plus localisé, quoi. Plus localisé. J'ai pris en compte aussi cette morpho-anatomie, toi, pour vraiment, en fonction des placements, bien cibler les muscles visés. Et puis, après, comme je te dis, ça fait 2 ans que j'ai modifié ça. J'ai pris en compte l'analyse morpho-anatomique, j'ai pris en compte cette façon de s'entraîner, de façon de bodybuilding, mais je l'ai aussi agencé pour que ça satisfasse mon quotidien. Parce que comme je t'ai dit, je suis père de famille, j'ai un temps qui peut être limité, mais j'adore la musculation. C'est combien de temps alors tes séances? Mes séances, elles vont durer entre 30 et 45 minutes. Mais c'est 45 minutes. Et tu t'échauffes comment alors? Parce que je m'échauffe pas. Ah voilà. L'échauffement, en fait, c'est mon entraînement sur une séquence donnée, ça va être 2 à 3 mouvements. Le 3e mouvement, c'est un mouvement pour les abdos. Tu vois. Ok, donc 2 mouvements. 2 mouvements. Et en fait, grease the move. C'est mon échauffement, c'est le mouvement. Donc je fais vraiment pas mal de séries progressives. Sur le même exo? Sur le même exo, sans temps de pause, je m'échauffe. Sachant que mon objectif, c'est vraiment le travail physique, c'est pas la performance du poids soulevé, tu vois. Ouais, bien sûr. Tu vois, c'est pour ça que je suis pas très fort en termes de poids, parce que j'ai jamais pris le temps de faire des séances de 2 heures. Ouais, parce de que prendre longtemps de récup.
je sais très bien que l'échauffement contribue à la performance. Ouais, Parce qu'en jiu-jitsu, je m'échauffe bien pour la performance, pour pas me blesser ni rien. Mais quand je vais m'entraîner, je vais vraiment rechercher la stimulation musculaire plus que peut-être la production de force, tu vois. Donc c'est pour ça que je vais m'entraîner, je vais m'échauffer sur le mouvement. Par exemple, hier je fais deadlift. Et mon échauffement c'est deadlift. Ok, et t'as fait quoi d'autre à part le deadlift? Deadlift, et après je finis mon deadlift, après c'était curl biceps. Ok. Voilà. Donc un curl. Curl biceps bar. Ok. Voilà. Et en fait j'ai été. Et donc après, est-ce que tu t'organises pas du tout en fonction des groupes musculaires? Je fais en fonction, plus ou moins en fonction des groupes, des groupes musculaires. Un hier soulevé terre, c'est quoi alors? C'est dos pour toi? Pour moi, c'est chaîne arrière. Chaîne postérieure. Okay. Chaîne postérieure avec un peu connotation quand même bas du corps, tu vois. Je suis très fessier quand je fais les ischios, quand je fais les deadlifts et biceps. Par exemple, aujourd'hui, ça va être développé couché barre, développé militaire. Ok, tu restes surtout en plus sur des polyarticulaires. Voilà. Et il y aura toujours quand même un peu de Mais en fait, finalement, tu mets pas si lourd parce que comme tu n'arrêtes pas d'enchaîner sans récup. Exactement. Donc tu es plus sur un travail, on va dire, un peu métabolique, quoi. C'est ça. J'allais dire, comment tu fais pour t'entraîner 2-3 fois par jour tout le temps sans être cramé nerveusement, quoi. C'est ça. Parce que moi, je vois bien que moi, j'aime bien prendre mon temps et forcer quand même pas mal, même si j'ai l'impression de pas forcer à fond. En fait, je vois que nerveusement, ça me sèche, quoi. C'est ça. 45 minutes, moi, ça m'arrive pas quand je cours, quoi. Et c'est ça, cet entraînement, je sais très bien que ça me limite, façon de parler, sur le développement des poids soulevés. Mais en fait, mon objectif n'est pas de devenir super fort. Bien évidemment, comme je répertorie tout, je vois qu'au fil des mois et années, ça monte. Je continue de progresser. Même si c'est 500 grammes, tu sais très bien que le temps, on ne gramme plus de dizaines de kilos. Hein. Ça se compte en grammes. Mais je vois que je continue de progresser. Mais par contre, la particularité, c'est que sur ces entraînements, pour moi, les séries qui comptent, c'est les séries où je vais à l'échec. Ok, mais donc tu n'en fais pas beaucoup, tu t'échauffes. Pour moi, c'est 4 séries. Tu fais 4 séries par mouvement? 4 séries par mouvement. 1 minute de repos entre chaque série. Ah ouais, donc tu prends rien du tout, ouais. Voilà, donc en gros, c'est une longue série sans rest-pause, quoi. Voilà. C'est ça, c'est à l'échec. Ah, t'es harcelé. Je suis harcelé. Et donc, il y a ce type d'entraînement. Donc, deux exercices. 5 jours par semaine? 7 jours par semaine. 7 jours par semaine? 7 jours par semaine. Donc, alors, on récapitule. Là, tu as soulevé de terre, curl, développé couché, développé militaire. Ensuite. Ouais. Après, j'ai plus tout mon truc en tête parce que c'est en 3 phases. J'ai vraiment répertorié ça et j'ai créé un programme. Oui, que tu proposes, le programme discipline. Le programme discipline, hein, en 3 phases. Et là, par exemple, c'est des séries de 10 répétitions. La deuxième phase, c'est des séries de 15. La troisième et donc, tu adaptes le poids à chaque série? Je garde le même poids. En fait, le principe, c'est si mon échec intervient avant la 10e répétition, je pose et je fais le principe du rest-pause. Ok. Ah ouais, donc tu forces comme un fou. Alors. Voilà. Je vais vraiment chercher au bout de moi-même. Bien évidemment, le but premier, c'est de ne pas se blesser. C'est l'intensité, mais l'intensité échec musculaire, pas l'échec technique avec une technique dégueulasse. Et donc pour les cuisses, tu fais quoi? Tu fais du squat? Squat. Ok. Squat et j'ai aussi les fentes. Fente classique? Fente barre, alternée. Ok. C'est ça. Ça, c'est dans la première phase, oui, effectivement. J'ai squat, front squat. En fonction des phases, tu varies les patterns de mouvement. Voilà, parce que j'aime bien pratiquer certains mouvements. Tu vois, il y a des mouvements que j'aime bien faire. Et donc, j'ai fait un programme qui me correspond. Comme je le dis, c'est mon programme. Avec le but, c'est que ça soit dans un cadre assez court, avec l'intensité que j'aime bien, avec des mouvements que j'aime bien, et dans lequel j'ai vu que j'avais un progrès. Je ne l'ai pas créé du jour au lendemain et vendu, je l'ai créé, je l'ai pratiqué pendant 1 an et demi. On a vu sur Insta tes enfants qui faisaient, ta femme aussi. Voilà, ils font, quand ils sont en vacances, c'est plus facile pour eux de faire tous les jours avec moi. Je leur dis, ok, allez, c'est l'entraînement et on fait ensemble. C'est important, l'exemplarité quand tu es père. Puis ma femme, quand elle voit que les gamins que tout le monde fait à la maison, tout le monde fait, elle dit tiens, moi aussi je veux faire. Et elle vient le faire une fois de temps en temps. Ouais, parce que je me pose la question, tu t'entraînes 2-3 fois par jour, comment tu fais pour récupérer? Alors bien sûr, on a une vie qui se ressemble un peu, donc je vois que voilà, tu manges bien, tu as le temps de prendre soin de toi. Là, la muscu, je comprends mieux comment tu fais tous les jours, parce que le stress finalement est pas si important que ça globalement. Mais c'est vrai que c'est un rythme intenable, quoi, sinon. Pour quelqu'un qui n'a pas créé cette vie, toi, on a créé nos vies. Moi, j'ai créé cette vie autour de ce que j'aime faire. Et
Si je m'entraîne 3 fois par jour, c'est parce que j'aime m'entraîner. Mais t'as du jus encore après? Ah ben moi après, soir, le soir, t'étais mort là. Moi le soir, déjà je me limite à 22h30 max. Je suis au lit et souvent à 22h avec ma femme, on va se coucher à 22h. Entre 22h et 22h30. Et tu te lèves à quelle heure le matin? Je me lève naturellement entre 6h et 7h. Ok, ouais, tu dors à 8 heures quoi. Voilà. Après, mais il y a ces phases d'entraînement où je donne tout. Mais après, tu vois, le reste du temps, quand je suis avec mes clients, même si c'est en visio, même s'il y a une présence mentale, j'arrive vraiment à me décontracter nerveusement et musculairement, tu vois. C'est important d'activer volontairement ce système nerveux parasympathique. Est-ce que tu mets en place des choses pour la récup? Parce que je voyais à un moment, tu faisais genre des bains froids ou... Bien sûr, mais je fais toujours. Tous les jours? Alors pas tous les jours, mais moi je fais le bain froid de manière, opportuniste. Quand c'est l'été et que je vais pas acheter de la glace exprès pour faire un bain froid, tu vois. Mais là, ça s'est refroidi, j'ai ressorti ma baignoire dehors. T'as acheté un... Ouais, j'ai acheté un truc, ça coûte 80 € sur le net. J'ai rempli d'eau du robinet, et puis ça refroidit en fonction de la température extérieure. Donc là, c'est pas encore très très froid, toi, c'est entre 8-10 degrés. Ouais, c'est pas mal. Voilà, ben pour moi, c'est bien. Et tu sens que ça fait du bien parce que tu vois bien ce qui se passe. On y voit sur le court terme, ça fait du bien, mais sur le long terme, on sait pas trop. Moi, je vois ça sur du court terme, tu vois. Comme je te dis, je peux avoir tous ces entraînements, ça génère quand même des inflammations. J'ai un parcours de vie, j'ai eu des opérations au niveau des genoux, par exemple, au niveau des épaules, pour certains accidents et autres. J'avais des petites douleurs aux genoux cette semaine. Dimanche soir, je me suis mis dans le bain froid 10 minutes. Ouais, t'es comme neuf. J'ai plus de douleur, quoi. Ça a disparu, quoi. J'avais le genou qui était même un peu gonflé. Le lendemain matin, il n'y avait plus rien. Donc, je suis pas en train de dire que le bain froid sauve tout. Mais pour répondre à ta question... J'hésitais... Pour répondre à ta question sur qu'est-ce que je mets en place pour bien récupérer, le bain froid, on va dire que c'est quelque chose d'alternatif. Mais la base première, c'est l'alimentation. C'est quelle quantité je mange. Je suis surpris parce que tu manges aussi d'une façon un peu particulière. Je t'ai vu manger, et c'est vrai que comme tu m'expliquais, tu vas réexpliquer, mais tu fais un peu la chrononutrition à ta façon, mais le midi, je t'ai vu manger, il y avait 0 glucides, quoi, il y avait rien, quoi. Et oui. Tu sais, j'étais là, je disais, mais moi, si je mange ça, on est vraiment différents là-dessus, mais là, j'ai plus d'énergie, là, je sens que je m'éteins, quoi. Je pense que c'est aussi la façon dont on a vécu, on a grandi, dans notre vie, la façon à laquelle on s'est exposé à l'alimentation et les choses auxquelles on s'est habitué. Mais c'est vrai que, par exemple, sur des assiettes, si tu me dis, t'as rien comme glucides, par exemple, j'avais de la patate douce. Ouais, il y avait rien. Il y a rien, mais si tu comptes bien, moi, tu sais, quand j'ai fait cette année, pour mes 40 ans, j'ai vraiment tout compté au gramme près, tout calculé, et j'ai continué de le faire après aussi. Et ça me ressortait quand même des chiffres en termes d'apport glucidique assez importants. Tu sais à combien? Par rapport à... T'es à 200? Oui, mais pour moi, ouais. C'est comme ça que je tourne bien, tu vois. Ok. Et donc en fait, c'est sûr, on va dire, quand les gens ne voient pas du riz ou des pâtes dans une assiette, par exemple, ils vont se dire non mais il n'y a pas de glucides. Et en fait, quand on mange de la patate douce, quand on mange de la courge, quand on mange des tomates même, quand on mange du brocoli, il y a des glucides dedans. Tous vraiment à des niveaux bien sûr différents. Pour moi, j'ai constaté qu'en consommant un peu le midi, mais sans plus, j'étais plus énergique. Ouais, je vois bien que j'étais plus énergique. Si t'en as pas besoin, on voit que ça endort un peu. En revanche, je vais me consommer beaucoup plus de glucides le soir. Type riz, flocons d'avoine. Ok, l'avoine le soir. Ouais, l'avoine. Et j'ai jamais fait de story le soir ou de partager ça. Ouais, on voit que tu achètes du midi. Parce qu'en fait, le soir, moi, j'éteins mon portable. C'est très simple. Ça fait partie aussi de mon rythme de la récupération, tu vois. C'est quand on est toujours connecté, on ne décroche pas au niveau cérébral. Et en fait, cette récupération, elle est pas que musculaire, elle est aussi nerveuse. Et il faut aussi déconnecter le cerveau pour permettre au système nerveux parasympathique d'entrer en jeu. Et donc moi, le soir, j'éteins le téléphone. Le soir, c'est aussi pour décrocher. Des fois, je partage, mais on mange à la bougie. Le soir, on éteint les lumières, ces bougies, ou on a une petite lanterne comme ça quand on se pose avec ma femme. Et ça se limite à ça au niveau de l'éclairage pour permettre vraiment au système nerveux de redescendre. Et c'est ce qui permet aussi de favoriser la récupération. Donc pour la récupération, je vais te dire, il y a l'alimentation qui est très importante. Déjà, manger assez, avoir une bonne diversité alimentaire, la qualité de l'alimentation. Bon, ça, il
n'y a plus à redire, même si quand on regarde l'assiette des soi-disant champions ou de ceux qui veulent progresser, je pense qu'ils se mettent des balles dans le pied. Hein. S'ils voulaient vraiment progresser, ils changeraient tout ça. S'hydrater suffisamment, ça aussi c'est très important. Et ensuite, c'est la qualité de la récupération. Certes, il y a le sommeil, mais qu'est-ce qu'on fait en amont du sommeil? Ouais, et en journée, comment on arrive à activer certaines périodes de relâchement? Si on est constamment dans la réflexion, dans la recherche, et qu'il y a aussi ce côté cérébral qui active tout de même ce système nerveux, système nerveux sympathique qui va fatiguer nerveusement. Et si en plus on se met des gros entraînements où on va chercher aussi dans le nerveux, ben, toi, ça vient se cumuler et donc ça va augmenter ton niveau de fatigue. Mais si en journée tu arrives aussi à relâcher, que ce soit musculairement ou mentalement, je pense que ça peut t'aider. Beaucoup de personnes disent ben, moi je fais une sieste. Moi je fais pas de sieste à proprement parler. Par contre, je peux prendre des moments de 5 minutes où on va dire le gros mot méditation, tu vois, mais c'est ni plus ni moins qu'un moment de silence, de calme. Ouais, où tu respires, tu respires, tu essaies de ressentir, un petit peu de relâcher tes muscles, tu vois. T'es souple? Je suis relativement souple, grâce au jiu-jitsu brésilien entre autres, mais c'est aussi dans les techniques de récupération, je fais beaucoup d'automassage. Tu fais ça au rouleau, j'imagine? Au rouleau. Tu utilises le pistolet ou pas? Non, rouleau, bâton de massage, balle de massage. Ça, je fais ça depuis maintenant une bonne dizaine. Tous les jours, tu fais ça? Presque tous les jours. Maintenant un petit peu. Plus massage qu'étirement alors? Beaucoup plus massage qu'étirement, et parce que les massages, test terrain pour moi, m'ont toujours apporté plus que les étirements. Vraiment, et je m'y suis mis avec le jiu-jitsu brésilien, où tu as à la fois beaucoup d'isométrie, tu vois, et des chocs, ce qui fait quand tu es beaucoup très tétanisé au niveau des zones des trapèzes, du dos, des dorsaux, et donc beaucoup d'automassage pour décontracter ça. Et j'en ai ressenti vraiment le plus grand bien, une amélioration des relâchements, une amélioration au niveau des douleurs tendineuses et articulaires. Moi, ça m'a changé la vie. Et tu fais surtout ça en échauffement ou aussi après? Je fais les deux. Échauffement très rapide. Ça va activer la circulation sanguine, ça va préparer un petit peu tes muscles, tes muscles bien évidemment à l'entraînement, quel que soit le type d'entraînement. Et par contre, quand je le fais post-entraînement, ce sera plus le soir, tu vois, avant d'aller se coucher, ou vraiment à un moment dans une journée, tiens, j'ai 10 minutes là, plutôt que de glander, je vais me faire un automassage sur une zone que je sens un petit peu tendue ou que je sais que je vais travailler dans la journée. Et vraiment, ça m'apporte vraiment un bien fou. Mais ça fait une bonne dizaine d'années que je fais ça. Ouais, mais je te pose la question parce que je trouve aussi que les rouleaux, les balles, tout ça sont beaucoup plus efficaces que les pistolets. Toi, les pistolets, moi j'en ai un, mais je m'en sers pas souvent. Et tu sens que c'est pas assez en profondeur, tu vois. Tu sens que c'est pas, ça améliore pas ta fluidité, tu vois. Je pourrais pas en parler, j'en ai jamais utilisé de pistolet, mais c'est vrai que quand tu es sur un rouleau, que tu sens les zones, tu peux rester sur la zone, tu peux t'appliquer vraiment à mettre une pression, tourner autour de la zone vraiment pour relâcher, et tu sens le relâchement qui arrive. Je pense qu'avec un pistolet, c'est plus. Tu sens pas trop. Je te ferai essayer si tu n'as jamais essayé. Il est juste là. Je vais tester aux gens, mais c'est vrai que j'en ai un parce que j'étais un des premiers en France quand c'est sorti, à en avoir, à tester, à comparer les modèles. Mais c'est vrai que c'est pas. Je suis beaucoup moins convaincu. C'est bien, voilà, tu te chauffes, voilà, si tu veux, mais c'est pas fou. C'est pas fou. C'est quoi la suite pour toi? La suite pour moi, d'un point de vue professionnel, je vais continuer comme je fais là. Sinon, je vais développer, je fais des stages en Espagne. Voilà, j'ai vu que tu fais des stages. Là, tu donnes des cours à Mon CQP, tu donnes des cours à FitPro aussi en Suisse. Oui. Mon but, c'est vraiment de développer ces stages en Espagne. Comment ça marche les stages? C'est combien de personnes? C'est que le JJB? Alors, c'est JJB pour le moment. Après, on verra faire des stages fitness. Mais JJB, c'est 8 personnes maximum pour un maximum d'attention. Je m'occupe de quasiment tout. Je loge les gens, je les nourris le midi avec des aliments que je choisis, que j'achète, que je prépare. Les gens qui viennent n'ont juste à s'occuper que de leur billet d'avion et du repas du soir. Et moi, je les héberge, je les nourris le midi, je les emmène faire quelques visites et je les emmène dans des clubs de jiu-jitsu brésilien. Mais il faut un niveau minimum, tu dis tout niveau. Est-ce que tu fais, alors pour l'instant comme c'est le début, tu fais pas stage débutant, stage intermédiaire, stage confirmé? Pour le moment, je prends tout le monde, puisqu'en fait, les clubs dans lesquels j'emmène les jiu-jiteros, en fait, acceptent tout le monde.
Et puis en fait, un cours de jiu-jitsu brésilien, eh ben, à part ceux qui sont vraiment pour les compétiteurs ou autres, tu vois, ils annoncent la couleur. Donc, en fait, souvent, les cours sont généraux. Et tout le monde peut apprendre. Que tu sois expérimenté ou débutant, il y aura toujours une alternative pour toi. Donc, j'ai vraiment eu des débutants complets, quelqu'un qui avait commencé il y a quelques mois, jusqu'à des ceintures noires qui sont venues, et tout le monde s'est éclaté. Donc, c'est 1 à 2 entraînements de jiu-jitsu brésilien par jour. Alors, jiu-jitsu brésilien et grappling, donc c'est le jiu-jitsu brésilien sans kimono. Et 2 par jour, et ça dure 5 jours complets. Et puis voilà, on mange bien, assez, en quantité. Les gens peuvent profiter de la plage, de la piscine. Je les emmène visiter Alicante. Je leur fais goûter quelques spécialités locales qui sont peut-être un petit peu moins saines, mais c'est aussi le plaisir de voyager. Voilà comment ça se passe. Donc, je développe les stages PBK. J'appelle ça PBK, Purple Belt Kitchen. Et puis ensuite, ce que j'aime vraiment bien, c'est transmettre. Et l'opportunité qu'il m'a donnée d'intervenir sur ton CQP, ben, merci encore. J'adore. FitzPro, donc voilà, j'interviens un peu dans le même domaine de la nutrition. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de développer, transmettre, améliorer aussi ma capacité à transmettre, puis continuer de travailler avec les clients actuellement, que ce soit dans le jiu-jitsu brésilien, pourquoi pas avec plus de gens dans le milieu de l'endurance ou du triathlon, puisque je le pratique aussi maintenant, et puis j'ai toujours pratiqué ces sports d'endurance. Et puis après, sportivement, je vais continuer à faire ce que je fais. Est-ce que tu as des objectifs de temps? Des objectifs de temps? Oui, on pourrait dire ça. Là. Allez, on va dire. Je ne m'étais pas posé la question avant, mais je pense que ça vient en fonction de ta question. Je pense que je voudrais battre les temps des précédents records, tu vois. Le triathlon M, je l'ai fait en 3h45, quelque chose comme ça. J'aimerais viser plus vers les 3h30, tu vois, par exemple. J'ai fait un triathlon S au mois d'août à Nyon en Suisse. J'ai mis 1h18 je crois. J'aimerais le faire peut-être en moins d'1h15. C'est des exemples, tu vois. Mais là aujourd'hui ton entraînement est très au feeling. Est-ce que tu n'envisages pas d'un moment de le structurer plus? Je vais forcément le structurer plus, effectivement. Moi, ma stratégie là jusqu'à présent par rapport au triathlon, c'était vraiment de faire du volume pour mettre mon corps à niveau, tu vois. Du volume tranquille, basse intensité. Et je vois que rien qu'en faisant ça, je progresse. J'ai des meilleures sensations physiques. Donc je sais que si je me mets en mode course, je ferai déjà des meilleurs temps. Et je sais qu'après, quand j'aurai confiance dans mon corps pour soutenir certaines intensités, je vais pouvoir créer une structure avec du haute intensité, tu vois, du fractionné, quelque chose de plus structuré. Mais voilà, c'est ma façon de faire, tu vois, du volume, écouter un peu mon corps, comment il fonctionne, pour pas me blesser, parce que ce que je veux, c'est durer le plus longtemps possible. Ouais, c'est pareil, là, tu optimises rien, tu n'as pas la montre, alors que maintenant tu as des montres. Mais je pense qu'on peut quand même aller loin sans toutes ces datas. Bien sûr. Parce que quand je vois, tu sais, je suis quand même à regarder, toi, sur YouTube, ce qui se fait avec les gars qui font les prises de lactate. Oui, je pense que ça sert pas. Et même après, tout ce qui se dit, ouais, mon seuil 1, mon seuil 2, mes machins. Je dis, c'est bien beau, mais il y a des gars qui font ça, ils sont amateurs. Et quand tu regardes des perfs, tu te dis, ouais, tu connais tout ça, en fait, tu cours à peine plus vite que moi, quoi. Ouais, et encore. Au final, tu réfléchirais un peu moins à ça et tu écouterais un petit peu plus ton corps et tu reviendrais un petit peu plus dans ton écoute plutôt qu'à écouter des données. Je pense que c'est ça, en fait, on perd un petit peu de vue. Toi, ce qu'on disait, on parlait de rapport humain entre les réseaux sociaux et les rencontres en vrai. Je pense que là, maintenant, on perd aussi un petit peu de vue la performance sportive on délègue à des données, des applis. La connexion à soi-même, en fait. La connexion à soi-même, la connexion humaine est perdue. Et je pense qu'il faut revenir à ça. Bien évidemment, il faut vivre avec son temps et optimiser avec ce qui nous entoure. Mais je pense que, comme je t'ai dit, on a commencé par ça, mais je viens de la campagne. Et je prends un malin plaisir, je crois, à essayer d'atteindre le meilleur niveau de performance possible en restant le plus naturel possible, tu vois, par mon approche de l'alimentation et autres, mais aussi par ma pratique minimaliste, on va dire.
Où est-ce qu'on te retrouve si on veut suivre les aventures de Purple Belt Chicken? On me retrouve sur Instagram, Purple Belt Kitchen. On peut me retrouver aussi sur Facebook et aussi sur YouTube. Et donc, tu as gardé le nom. Alors, c'est toujours le débat. Tu n'as toujours pas trouvé de nom, de nouveaux noms parce que maintenant, tu es ceinture noire, tu n'es plus ceinture violette. Oui. Tu n'es plus exclusivement JJB. Donc. Le nouveau nom va bientôt arriver. Ah, t'as réfléchi. Ça va bientôt arriver. Et je vous le donne en exclu. Ça va être Julius PBK. Julius PBK, bah c'est Julius PBK, PBK c'est Purple Belt Kitchen. Ouais, mais ça rend mieux. Voilà, Julius PBK. Qu'est-ce que doute Julius d'ailleurs? Julius, en fait, ça remonte à très longtemps. Il y avait un film qui s'appelait Jumeaux. Ah oui? Avec Arnold Schwarzenegger. Et De Vito. Et il y avait De Vito. Et quand j'ai vu ce film, j'étais avec mon cousin qui s'appelait Vincent. Et moi, je m'appelais Julien. Et Arnold, c'était Julius. Et De Vito, c'était Vincent. Et je dis, ah bah tiens, on s'appelait du coup Vincent et Julius. Et c'est venu de là. Et quand j'ai développé ça, j'ai pensé à Julius Schwarzenegger. Et je voulais donner un petit nom de scène. Ouais, et mais c'est bien, c'est parti de ça. Bon, pendant longtemps, je croyais que c'était ton vrai prénom. Ah mais oui, c'est des moyens détournés. Bah cool. Bah merci pour le temps. Ah, merci à toi, Rudy. Si vous êtes encore là, c'est sans doute que l'épisode vous a plu. Je vous invite grandement à vous abonner au podcast sur l'application où vous l'écoutez, mais aussi à laisser une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à me contacter. Je vous répondrai avec plaisir. À très vite.